bonjour à tous, asseyez-vous, entrez, venez, bienvenue chez Publicis au campus de Bastille. Je suis très contente de voir qu'il y a beaucoup de monde, je sais qu'il y a aussi beaucoup de monde, il faut que je regarde là, c'est ça? Parce que je crois qu'il y a pas mal de monde en distanciel aussi, donc merci à ceux qui sont présents, merci à ceux qui sont à distance, et bienvenue à ce Positive Talk, qui est un peu notre label pour tous les moments, tous les événements, tous les grands temps qu'organise la direction de la RSE chez Publicis en France autour de la responsabilité. On a eu le plaisir de traverser des thématiques hyper intéressantes depuis plusieurs années que Caroline Darmon et ses équipes organisent des Positive Talk. Je suis particulièrement contente de faire celui-là sur les nouveaux récits imaginaires collectifs qui en fait vient conclure une journée entière qu'on a dédiée dans ce campus à ce sujet. Une journée qui avait commencé quand même par une grande conférence en interne et, où il y avait plus de 300 personnes, introduite notamment par le patron de la création chez nous, donc par celui qui fait des campagnes de pub pour Renault, pour Orange, pour tous nos grands clients, et qui a sensibilisé l'ensemble de la communauté créative sur l'importance de participer aux transitions, à une société plus inclusive et plus soucieuse de l'environnement à travers tout ce qu'on peut faire en marketing, en communication et évidemment en publicité. Et le fait que Marco Venturelli, qui est le patron de la création en France, le fasse comme ça, avec ses mots à lui, c'était pour nous, et notamment pour Caroline et ses équipes, très important, parce que si on n'embarque pas dans nos industries créatives toutes les équipes de la création, je pense qu'on ne fera pas le chemin à l'allure où on a besoin de le faire. Et on est tous là, évidemment, parce qu'on pense qu'il y a un chemin à faire et qu'il faut le faire en accéléré maintenant. Alors, donc, je suis très heureuse. On accueille donc des collaborateurs, des clients, des partenaires. Merci beaucoup d'être là. Je voulais, avant d'accueillir notre invité pour l'interview, et puis après on passe à la table ronde, je voulais vous dire 2-3 mots. D'abord, vous dire que pour nous, c'est très important. C'est très important dans le passage à l'action et qu'en réalité, il y a un grand penseur de l'écologie qui a dit récemment qu'on savait comment sauver la planète, mais que le sujet, c'était la volonté, et donc qu'au final, quand on y réfléchissait bien, c'était un challenge de communication. Et quand on lit ça, on se dit, si c'est un challenge de communication, la moindre des choses, quand on est un groupe comme le nôtre, c'est un tout petit peu de s'y intéresser. Et je n'ai pas du tout envie ici de vous dire toutes les bonnes raisons pour lesquelles il faut accélérer, parce que je pense qu'il y a des experts bien plus puissants que moi. Mais il n'y a pas de doute sur le fait que la pop culture, les industries créatives comme le théâtre, le cinéma, mais aussi tous les contenus que des gens comme nous pouvons produire dans la communication à travers les marques, évidemment, contribuent largement à faire avancer le sujet, ou à le faire, d'ailleurs, pas avancer du tout, et à le faire régresser. Ça dépend dans quel sens et quelle intention positive on mène, nous, dans la construction qu'on a des contenus. Une fois encore, quand on lance une voiture ou quand on essaie de faire valoir la seconde vie des objets ou quand on cherche à faire comprendre qu'on peut faire du recyclé, tous ces sujets-là qui sont au cœur de beaucoup de sujets de communication qu'on aborde avec nos clients. Donc c'est important. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait le faire. On l'a prouvé déjà. On a quelques cas magnifiques de très grandes campagnes, de très grands projets de contenu qui ont vraiment fait bouger les lignes, qui ont véritablement permis, par exemple, de faire le lancement d'un produit en disant « faut pas trop l'utiliser, même si vous en avez envie », parce qu'en réalité, il y a plein d'alternatives. On a déjà fait des lancements de marques sur du seconde vie en lançant, relançant ou stimulant la consommation, par exemple, d'achats de téléphones totalement recyclés. Tout ce genre de choses, on sait le faire et on sent que ça fonctionne quand on met, une fois encore, nos communications dans le bon sens. Et puis la troisième chose, et là j'ai plein de chiffres qui le prouvent, c'est que les gens, et ça c'est ce que moi je passe mon temps à dire, mais surtout aussi les équipes de l'RSE à l'ensemble de nos clients et à l'ensemble du secteur de la communication, c'est que nos clients, ils sont prêts à entendre tout ça, ils ont envie aussi, ils ont une certaine conscience des choses et on en parlait avec mon invité, une envie que les choses accélèrent, notamment avec un certain plaisir de parfois moins consommer, mieux consommer, voire déconsommer. Et ça, finalement aussi, il faut qu'on participe à cette transition-là. Alors, je vous en donne quelques-uns, mais bon, les Français, à 83%, souhaiteraient vivre dans une société où la consommation prend moins de place. Et à peu près le même chiffre, pour eux, les entreprises et les marques sont tenues d'agir concrètement en faveur d'une consommation responsable, ce qui veut dire que nous, dans nos briefs, la première question qu'on se pose quand on nous briefe, c'est est-ce que finalement, ça participe à mieux consommer ou juste à consommer bêtement, méchamment. 70% d'entre nous pensent que la publicité a un rôle à jouer. Voilà, super. Ça tombe très très bien.
Et 69% des Français pensent que la publicité devrait être réservée en priorité aux produits les plus respectueux de l'environnement. On a, nous, défini des contrats climat pour le groupe qui sont extrêmement clairs là-dessus. Le premier objectif, c'est évidemment éco-produire, éco-concevoir, faire des événements qui, certes, aujourd'hui coûtent encore un peu plus cher quand ils sont totalement recyclables en termes de matériel, mais c'est tout ça, c'est dans la manière qu'on a de concevoir les choses, mais c'est aussi dans les messages qu'on promeut. Et pour ça, la seule solution, c'est évidemment de le faire avec nos clients et avec les marques qu'on a le plaisir d'accompagner. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est important. Mais la bonne nouvelle, c'est la deuxième chose, c'est qu'on sait le faire. Et la troisième, c'est que les gens sont d'accord pour qu'on le fasse et même attendent ça de nous. Donc merci encore d'être là. Pour nous inspirer, parce que c'est très important d'être inspiré, on voulait quelqu'un qui ne soit pas juste, entre guillemets, un publicitaire qui fait bien les choses, parce que ça aurait été facile pour nous de le trouver. On a été un tout petit peu plus loin. Mais en même temps, on voulait absolument parler avec quelqu'un qui vient des... Je vais mettre un grand mot comme ça, de la création, des industries créatives qui incarnent ça pleinement. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Dana, qui est là, qui va me rejoindre. Elle est comédienne, réalisatrice, scénariste. Vous êtes une artiste prolifique, touche à tout, théâtre, long métrage, cinéma, fiction, série pour la télévision. Je fais votre petite bio, d'accord ? Bonjour. Vous avez une filmographie super impressionnante. Vous avez, alors ça j'avoue que ça c'est quand même la grande classe. Vous avez reçu le prix Romy Schneider en 2008 pour votre rôle dans Roman de gare de Claude Lelouch. Au César 2010, vous avez été nommée au César de la meilleure actrice dans le second rôle pour le film que j'ai adoré, Welcome, de Philippe, vous l'avez sans doute vu, Lioré, aux côtés de Vincent Lindon. Et à partir de 2014, vous vous lancez plutôt dans la carrière de réalisatrice. Donc, vous avez continué la comédie, mais vous avez fait 3 longs métrages que je pense que la plupart d'entre vous ont vus. Sous les jupes des filles en 2014, 2017, Si j'étais un homme, et en 2022, vous avez fait votre 3e long métrage qui est sorti, qui est Homme au bord de la crise de nerfs. Voilà, je vois des gens qui font oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est parce qu'on s'est dit qu'on avait envie de quelqu'un qui venait de cette industrie-là et qui finalement participe à construire des récits et des imaginaires collectifs, puisque dans le cinéma, le théâtre et dans tout ce que vous produisez, vous participez d'une certaine manière à la construction de récits. Et il se trouve qu'on avait repéré quand même que, alors vos engagements, on va y revenir, mais qu'en 2014 déjà, dans Sous les jupes des filles, le film, il ouvre sur une référence au dérèglement climatique, donc c'était quand même il y a une dizaine d'années, et notamment à la responsabilité de l'homme dedans. Et dedans, dans ce film, vous sous-entendez que les femmes sont peut-être plus sensibles que les hommes à ce sujet-là, puisqu'il y a une scène sur la place des femmes dans la société sur cette thématique-là. Donc ma première question pour vous, et une fois encore merci d'être là, c'est vous vous servez du cinéma pour sensibiliser à ces sujets-là. Quels sont les messages que vous avez envie de faire passer, et depuis longtemps, à travers votre art ? Alors d'abord, bonjour à tout le monde. En fait, c'est vrai que pour moi, mon métier sert à ça, à faire bouger les lignes. En même temps, on est dans un gros paradoxe puisque l'industrie du cinéma est une industrie extrêmement polluante. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui à baisser l'empreinte carbone des films et à trouver des solutions en fait pour qu'on fasse du cinéma plus vert, mais voilà, à quel endroit, en fait, c'est OK de faire du cinéma quand ça pollue autant, mais qu'en même temps, on fait passer des messages qui vont dans le bon sens. Voilà, c'est un peu toute ma question, moi, sur ces dernières années. Et j'ai l'impression de trouver des repères, parce que justement, la société est en train de bouger beaucoup par rapport à ces sujets. Cette année, par exemple, à Cannes, il y a un prix qui a été remis au film le plus vert, le plus écolo. Bon. Sur les 80 de la compétition, il y en avait 10 éligibles. C'est pas terrible. Mais bon, ça avance. C'était le plus vert d'un point de vue des messages, ou c'était le plus vert d'un point de vue sur la partie éco-production ? Sur la partie fabrication. Parce qu'en fait, c'est un peu la question que tout le monde est en train de se poser aujourd'hui, que ce soit les fabricants de voitures, Orange, quand ils disent d'un seul coup recyclez vos trucs ou n'utilisez pas votre voiture tous les jours. Et ces messages sur lesquels vous êtes en train d'essayer de travailler, c'est vraiment de notre responsabilité à tous aujourd'hui d'essayer de continuer, en fait, sans continuer à tout casser. Parce que c'est vraiment ce qu'on fait, en fait. On est dans un système comme ça qui nous dépasse, en fait. Et du coup, moi, avec mes films, et la seule et unique raison d'ailleurs pour laquelle je fais des films, et même aujourd'hui comme actrice,
j'arrive même plus comme actrice à prêter ma voix, mon corps et mon visage à des récits qui ne seraient pas positifs. Parce qu'il y a urgence et que pour moi c'est le seul sujet qui compte vraiment en fait, c'est l'état de notre planète, non pas que les violences faites aux enfants, aux femmes ou les écarts sociaux, tout ça sont pas des sujets importants, bien sûr, ils sont essentiels d'ailleurs, hein, pas d'écologie, pas de justice écologique sans justice sociale, hein, tout ça est très très lié. Mais sans planète, il n'y a plus de problème de violence faite aux femmes, aux enfants et tout ça. En fait, c'est le cœur et c'est le sujet le plus important. C'est celui sur lequel on doit tous se pencher. Et chacun dans ce qu'on sait faire le mieux, en fait. Donc moi, avec les films que j'écris, je cherche en fait à mettre en lumière la réalité de la situation. Par rapport à ce dérèglement climatique et puis par rapport à ce dérèglement de nous. Parce qu'en fait, ça va pas, nous. Non, mais je veux dire, soyons honnêtes, les hommes, on va pas bien, quoi. C'est vrai, mon dernier film s'appelle Homme au bord de la crise de nerfs. Qui n'a pas frôlé le burn-out, il y a des gens qui vont mal, ils savent même pas pourquoi ils vont mal. Et peut-être parce qu'en fait, ils passent pas assez de temps dans la nature, mais en fait, ils en ont jamais passé assez pour savoir que c'est ça qui leur manque. Or, avant cet immeuble, avant tout ça, il y avait des arbres. Tout était recouvert de forêt. Et donc, nos ancêtres ont habité dans la forêt. Ils ont habité avec... Donc, on a ça inscrit en nous. Et ça fait partie de notre équilibre émotionnel. Donc, on est... Je veux dire, il y a des gens... moi, ça m'a semblé fou. J'ai cru que c'était une blague. Il y a des enfants qui pensent que les pommes poussent dans les supermarchés. C'est pas une blague, quoi. Ça semble extrême, mais en fait, ou qui dessinent les poissons, qui dessinent les findus, là. Je veux dire, ça dit quand même qu'on s'est perdu. On s'est perdu. Et c'est bien parce qu'on s'est perdu qu'on a fait n'importe quoi. Et donc, moi, j'ai envie, à travers les films, au-delà de mettre en lumière ce qui ne va pas, parce que ce n'est pas l'idée, en fait, de ressasser, rabâcher, mais au contraire, d'inviter à une réconciliation, à un mieux-être. Et dans ce mieux-être, comme n'importe qui, quand il est de bonne humeur, il a plus envie d'être sympa avec son mari, ses gosses et ses collègues. Voilà. Et quelque part, en prenant soin de soi et de ses besoins, en revenant en fait à la source, au cœur, on peut participer de manière positive au challenge que nous offre cette époque incroyable de fin du monde. Alors, ça pourrait sembler hyper déprimant quand on dit ça, mais objectivement, c'est ce qui est en train de se passer. On est quand même la première civilisation à en être là. Donc, comment on fait pour rester positif et comment on fait pour avancer dans un climat comme celui-ci ? C'est une vraie question, hein, quand même. Est-ce que vous inventez des histoires dans lesquelles vous essayez de placer vos messages ? Ou est-ce que vous avez des messages à faire passer qui guident les histoires que vous allez créer ? Ça peut paraître un peu théorique, ma question, mais est-ce qu'aujourd'hui, comme on a discuté évidemment ensemble, on ne peut plus animé par ce sujet-là, je pense que tout le monde le ressent bien. Donc c'est vraiment, vous dites d'ailleurs, je ne veux pas prêter ma voix, mon corps à quelque chose qui n'aurait pas ce sens-là, mais que vous, quand vous travaillez en création, là vous êtes en train vous avez travaillé sur un nouveau spectacle aussi au Théâtre de l'Œuvre. Est-ce que vous avez un message à faire passer et vous vous dites, il faut que je construise l'histoire et le récit, puisque c'est le sujet en fonction de ça, ou est-ce qu'au fond, vous avez des histoires, des fictions qui vous viennent à l'esprit et c'est des supports où vous essayez de placer ensuite les messages que vous voulez véhiculer ? D'abord, la création artistique, c'est comme la vie, c'est magique. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et je me suis rendu compte parfois, sur des histoires que j'ai écrites, des films que j'ai faits, je me suis rendu compte 5 ans ou 10 ans plus tard que ça racontait quelque chose de beaucoup plus grand qui m'avait complètement échappé. Je donne un exemple tout bête. J'ai tourné en 2019 Homme au bord de la crise de nerfs, qui est sorti en 2022 pour cause de confinements successifs. Et dans ce film, il y a une femme qui a un grand espace, une espèce de ferme avec son potager, son truc, où elle reçoit des personnes au bord de la crise de nerfs pour les remettre debout, les remettre à l'endroit. Et
Et on est maintenant en 2023, j'écris cette histoire, donc je la tourne en 2019, je l'écris en 2018, et depuis j'ai créé ça. Et je vous assure que quand je l'ai écrit, je ne savais pas que j'allais le faire. Je ne pensais même pas que c'était un appel. Mais depuis, il y a eu le Covid et tout a changé. Et j'ai eu une urgence à créer un lieu dans lequel on peut venir se ressourcer au cœur de la nature, manger les légumes qui sortent de la terre, rencontrer des gens qui peuvent éveiller, accompagner à un mieux-être. Donc, vous voyez, il y a vraiment des choses qui nous échappent. Ce que vous écrivez en 2019, 3 ans après, j'ai envie de dire, on ne parle quasi plus que de ça. Voilà, c'est ça. Et beaucoup de gens ont pensé que je l'avais écrit pendant le confinement, ce film, et qu'il avait été tourné pendant le confinement. Des sujets de santé mentale qui ont beaucoup voilà. progressé. Les hôpitaux psychiatriques sont en Normandie. Voilà. Et voilà. Non, mais il est en pleine création, construction. Et donc, moi, quand j'écris, j'ai une envie de partage. Voilà. J'ai une envie de partage. Donc, par exemple, mon prochain long métrage, il parle de la mort. Je voulais parler de la mort. Donc, autour de ça, je me suis dit, comment je raconte une histoire autour de la mort. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que je crois que c'est un sujet qui nous intéresse tous, mais personne n'ose en parler jamais. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles notre Terre va si mal. Parce que, en fait, on redoute si fort la mort qu'on est la première civilisation à scier la branche de l'arbre sur laquelle on est assise. Parce que quand on a très peur de quelque chose, ça arrive. Et alors que la mort, à mon humble avis, fait partie du cycle de la vie. Et si les feuilles des arbres s'affolaient comme nous, elles ne feraient pas leur boulot de photosynthèse et on ne respirerait pas bien. Et c'est un sujet très tabou. On ne veut plus parler de la mort. On s'est déconnecté du sacré. On s'est déconnecté, contrairement à nos peuples premiers, qui accompagnent les esprits. Aujourd'hui, à vos souhaits. Aujourd'hui, les esprits, quand on parle d'esprit, ça peut faire peur. Quand on parle de mort, ça peut faire peur. Et si, justement, on regardait ça en face, et si, justement, on se reconnectait au sacré, et si on se mettait, plutôt qu'à redouter la mort, à célébrer la vie. Voilà. Donc, moi, je voulais parler de la mort. Et comment faire ça sans que ce soit anxiogène? Donc au début, je me suis dit, je veux un mec mourant qui organise ses funérailles de son vivant, avec une funéraille planeur. C'est un métier. C'est vrai, c'est un métier. Et on peut faire des choses folles d'ailleurs pour son enterrement. On pense trop souvent classique, alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment des choses incroyables qui se font. Et puis, je me suis dit, c'est quand même pas mal anxiogène, un mec qui est malade, en termes d'énergie, puis une funéraille planeur qui fait vraiment ça tout le temps, c'est quand même un métier particulier. Alors du coup, j'ai décidé de faire un mec qui est persuadé qu'il va mourir, mais qui n'est pas malade du tout. Il est persuadé qu'il va mourir parce que son père, son grand-père et son arrière-grand-père et son arrière-arrière-grand-père sont morts avant leurs 50 ans. Et donc lui, il a 49, il est persuadé qu'il ne passera pas là. Ce que tout le monde peut comprendre. Et en même temps, c'est pas anxiogène parce qu'il n'est pas malade. Et puis, il va avoir une funéraille planeur. Mais lui, il veut organiser ses funérailles et il veut laisser un souvenir inoubliable. Il veut faire une fête incroyable. Et elle n'est pas vraiment dans cette perspective-là. Elle est plutôt du genre à vouloir engager des pleureuses. Et du coup, il ne va pas l'engager et il va aller débaucher la wedding planner de sa fille. Donc finalement, c'est un mec qui n'est pas mourant, qui organise ses funérailles avec une wedding planner. Et ça y est, j'arrive à parler de la mort, mais de manière positive, sans être anxiogène. Et évidemment, cette wedding planner est à l'opposé de lui. Lui, il est dans la peur de mourir, la terreur même de mourir, ultra matérialiste, collectionneur, patron de maison de vente aux enchères. Donc dans un rapport sacré, mais aux objets et au matériel, et une peur panique de la mort comme un trou noir, comme un vide, comme un non-sens de son existence. Et cette wedding planner, elle parle à sa grand-mère tout le temps alors qu'elle est morte. Et elle est complètement liée. En fait, elle voit la mort comme quelque chose de naturel et surtout comme une transformation et comme un passage vers autre chose. Et sur ces sujets-là, dont on ne parle pas, donc on n'ose pas vraiment aborder tout ça, il y a quand même eu un chemin fait incroyable. Par exemple, il y a 60 millions de témoignages, donc c'est quasiment autant que de citoyens français. C'est un peu moins de gens qui ont eu des expériences de mort imminente et qui racontent tous la même chose. Il y a de plus en plus, la physique quantique tend aussi à nous prouver en fait qu'on serait immortel, en fait, qu'on serait éternel.
Donc moi, tous ces sujets-là me passionnent. Et ils me passionnent parce que j'ai eu des expériences qui ne sont pas explicables par la science d'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pas la science d'aujourd'hui, mais en tout cas la science matérialiste. Et il m'est arrivé des choses, je me disais, bon, si c'est ça le monde, alors je suis bonne à interner. Alors, c'est vrai. Bon, donc j'ai creusé et j'ai été regarder, en fait, d'abord du côté des indigènes, mais aussi des chercheurs en neurosciences, mais aussi... voilà, de la physique quantique, etc., pour comprendre qu'en fait, définitivement, il y a quelque chose qui nous échappe. Et ce truc qu'on a enfant de croire qu'on est immortel, justement, mais le récit extérieur nous dit le contraire, fait que ça nous crée une angoisse dès l'enfance, parce qu'il y a un écart entre ce qu'on ressent profondément et le discours. Et je pense que ce discours, il n'est pas arrivé par hasard. Parce que le plus on s'éloigne de ce sacré-là et de cette foi-là, et je ne parle pas de religion, hein, je parle vraiment du fait de croire, le plus on s'éloigne de ça, le plus on est à même d'être perdu et donc de consommer, en fait. Tout à l'heure, vous me disiez, je me bats contre... Je suis partie très loin, là. Oui, non, c'est très bien. De toute façon, on est dans les récits et l'imaginaire et le collectif. Donc, je pense qu'on peut aller très loin. Vous disiez tout à l'heure, on parlait de transition, et vous disiez, on peut rester sous sa couette, à se dire, mais être dans cette éco-anxiété. Et moi, je veux me battre contre une forme d'éco-anxiété, justement, que les gens continuent de croire et que finalement, ils participent en montrant, à travers notamment ma création, des choses qui sont possibles, une forme de... Alors, vous n'allez pas nous raconter la fin du film dont vous nous avez raconté le pitch, mais... il va mourir. Ouais. Okay. Bon, ben là, et j'ai tout niqué. Voilà. Non, mais... mais maintenant, vous demandez si j'ai spoilé ou pas. Et comme vous posez la question, vous irez voir le film. Mais ouais, c'est exactement ça. Mais dans votre démarche de création, vous disiez que vous vouliez aussi montrer un peu plus que ça n'est fait souvent, les choses positives pour donner à réfléchir plutôt que sans arrêt nourrir une forme d'éco-anxiété qui nous recroqueville les uns voilà, sous notre couette. En fait, dans la même lignée que tout ce dont on vient de parler, je crois très fort que nous sommes les créateurs de notre réalité. Et ça peut sembler assez fou, barré, zinzin, déglingo pour beaucoup de cartésiens qui disent mais non, je subis la réalité du monde extérieur, etc., etc. Et moi, je crois qu'en fait, on crée notre réalité et surtout qu'on la crée collectivement. Et donc, si ça, c'est le fruit de notre mental, bah, y a du nettoyage à faire, sérieusement, hein, puisqu'on en est à un endroit qui ne va pas du tout. Qui va pas du tout, puisque non seulement on est en plein dérèglement climatique, nos écosystèmes s'effondrent, etc., mais on a plein de gens qui crèvent de faim, quoi. Je veux dire, là, j'étais avec des indigènes d'Amazonie, Raoni et la relève de Raoni, qui venaient en Europe pour parler de la protection de la forêt amazonienne. Et ils disaient, je compte vos pauvres. Nous comptons vos pauvres. Comment pouvez-vous estimer être une société saine quand vous laissez des gens derrière vous ? Ouais, c'est vrai. Donc, vraiment, ça veut dire que quelque chose ne tourne pas rond du tout. Donc, qu'est-ce qu'on doit changer dans notre manière de penser ? Et qu'est-ce qu'on doit rêver pour que le monde auquel on aspire, parce que personne n'est OK avec le fait qu'il y ait des gens qui crèvent de faim, personne n'est OK avec le fait qu'on soit en train de détruire notre planète. La plupart d'entre nous sommes parents, et si on n'est pas parents, on se soucie des enfants, de nos familles, tout ça. On n'a pas envie de ça. On a envie que les choses bougent. Alors, moi, ma théorie, c'est que à chaque fois qu'on cède à la peur, on donne notre pouvoir à tout ce qu'on redoute, en fait. Puisque... pourquoi est-ce que les infos sont remplies de mauvaises nouvelles et seulement de mauvaises nouvelles ? Et c'est les mêmes qui repassent en boucle. Pourquoi ? Comment ça se fait qu'on est capable d'enfermer 4 milliards d'humains en une semaine quand il y a un virus qui apparaît ? Donc la communication a été très bonne, hein, puisque tout le monde a compris qu'il devait rester chez lui. Comment c'est possible qu'on arrive à enfermer 4 milliards de personnes en une semaine, mais qu'on n'arrive pas à faire passer le message de la protection de l'environnement ? C'est qu'il y a un intérêt à ce que ce message ne passe pas. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on nous abreuve de mauvaises nouvelles ? C'est qu'il y a un intérêt à ce qu'on soit miné.
Puisque si je suis minée, je consomme des antidépresseurs, je consomme des médicaments et je consomme tout court parce que j'ai besoin de donner un sens à ma journée, j'ai besoin de faire un truc qui fasse que je me raconte et je me raccroche à quelque chose, à ce petit plaisir, à ce petit truc, quoi. Donc, moi, je ne veux pas participer à ce système. Donc, je ne regarde pas les infos, déjà. Ça ne veut pas dire que je suis coupée de tout, puisque j'ai quand même des amis, qu'on me tient au courant, on m'informe, on me donne des infos et tout ça. Donc, je sais ce qui se passe, mais au moins, je ne me prends pas les kilotonnes, en fait, de mauvaises ondes qui font que moi, après ça, j'ai plus envie de rien faire, quoi. Je veux rester sur mon canapé et pleurer, en fait. Donc, je ne sers plus à rien si je fais ça. C'est étonnant que quand on voit vos films et qu'on voit comment ils sont, pardon de le dire comme ça, c'est un raccourci, mais très dans l'air du temps. Puisque l'histoire des hommes au bord de la crise de nerfs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est assez troublant de se dire que c'est pas... On aurait presque pu croire à un film opportuniste par rapport à une situation qui vient d'arriver en se disant, oui, le burn-out, c'est tellement le sujet du moment, quoi. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que vous n'êtes pas complètement archi-câblé ou connecté à tout ce qui fait justement l'actualité. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Je ne suis pas du tout connectée à l'actualité. Je ne regarde pas les infos et tout ça. Par contre, je suis connectée au vivant. Et en fait, c'est une réalité qui est complexe à cerner, mais nous sommes une seule et même entité. Et donc... si je suis un des organes de ce grand corps que nous formons tous, j'ai la capacité à ressentir ce qui se passe en fait. Donc, aussi vrai que quand on arrive dans un endroit et qu'on sent un espace ou qu'il y a des gens qui nous mettent mal à l'aise, etc., on sent les choses en fait. Donc moi, je me sens très connectée et très câblée, mais au vivant. Voilà. Tout à l'heure, quand vous êtes arrivé ici, vous avez dit un truc très important pour moi. Vous avez dit que vous aviez envie de jouer ici. Donc c'est plutôt bon. Ah oui, oui, j'aime bien l'espace. Il est chouette cet espace. Donc, voilà, donc peut-être qu'un jour on vous invitera tous à une représentation de théâtre Place des Génies. Ça s'appelle la Place des Génies ici. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez bien. Oui, non. Donc ça rejoint ce que vous dites, la phrase que vous avez dit dans une interview que j'aimais beaucoup, quand vous dites qu'il faut rêver le monde qu'on veut plutôt que de pointer le monde qu'on ne veut pas. C'est cette idée au fond et qui va avec votre envie de créer aussi des récits, de montrer toujours cette dimension, enfin ce vouloir que vous voulez faire passer plutôt que ce côté très négatif en réalité qu'on retrouve dans vos films d'ailleurs. C'est cette envie de montrer quelque chose de possible. Si on est tous une entité, mais tous, la Terre, les étoiles, les animaux, la nature, etc., et que donc vous êtes une goutte de l'océan et que vous êtes une goutte de l'océan et qu'on est tous une goutte de l'océan, on est aussi l'océan tout entier. Donc en effet, nos pensées et notre énergie impactent le reste du monde. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, quand on est sous sa couette à déprimer, on ne participe pas de manière positive, en fait, à l'énergie collective. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire semblant de ne pas aller bien, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se confronter à ces angoisses, etc. Au contraire, moi, dès que je suis traversée par une angoisse, je m'arrête, je m'assois et je la regarde. Avant, je faisais des choses pour l'esquiver. Et ben, maintenant que je m'assois et que je la regarde, elle s'apaise. C'est comme un enfant qui tire comme ça et qui veut l'attention de sa maman. Une fois qu'il a l'attention, il se calme, en fait. Et donc, ça, c'est ma technique. Je ne suis pas du tout... je suis pour les énergies positives, mais je suis vraiment comme absolument n'importe qui, avec mon lot de mauvaises nouvelles, de choses des fois qui ne s'alignent pas, d'agacement, d'angoisse, et tout ça. Mais comment est-ce qu'on danse avec pour quand même rester dans un rêve, justement, dans une création mentale qui projette le meilleur. Moi, ça m'aide beaucoup de me dire que mon énergie, plus elle vibre haut, plus je participe de manière positive à l'évolution dans le bon sens de cette planète. Et donc, ça m'aide beaucoup, en fait, de revenir à ça. Et puis... je commence à me dire, oh là là, merde, c'est l'angoisse, la fonte des glaciers, le permafrost, enfin tout ça, quoi. Et puis, alors, qu'est-ce que je souhaite ? Je souhaite un monde plus juste, je souhaite un monde plus social, je souhaite un monde davantage en paix, je souhaite un monde définitivement plus respectueux de sa terre-mère. Alors du coup, je vais rêver ça, en fait, et je vais mettre toute mon énergie là-dedans. Et du coup, cette énergie, elle me rend créative.
Elle me rend une meilleure humaine, je crois. Elle me fait pousser des ailes dans le dos. Elle me donne envie d'agir. Elle fait qu'aujourd'hui, j'arrive à enchaîner projet sur projet qui sont positifs. Donc, mon prochain spectacle s'appelle « Pourquoi la vie est belle ». Donc, on est vraiment dans cet élan-là. Mon prochain projet comme actrice, c'est Zorro. Donc, ils vont faire Zorro à la télé. Là, Zorro, le lien, c'est quoi? Zorro, c'est la justice. Ah oui, pardon. Zorro est un justicier. Ah ouais. Ouais. Oui. Quand on était petit, on voulait tous faire Zorro. Non, on voulait tous sûr. être... Et puis surtout, c'est écrit par un mec brillant qui s'appelle Benjamin Charby et qui a écrit 8 épisodes. C'est Jean Dujardin qui va faire Zorro, qui a écrit 8 épisodes qui sont extrêmement engagés. C'est très drôle, très décalé, mais social et féministe. Donc, il a respecté... la dimension féministe que j'avais pas vue dans la référence. En fait, le rôle féminin dans Zorro est aussi important que celui de Zorro. Ah ouais. Voilà. Okay. Parce que justement, c'est les nouveaux récits. On donne une vraie place à la femme. Et d'ailleurs, c'est la seule qui va pas se compromettre. Je spoile rien, mais je dis juste ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça m'a emballée. Mais ce que je veux dire, c'est que en m'alignant, en fait, j'arrive à créer ou participer ou être appelée en fait sur des projets ultra positifs. Zorro, c'est une série qui fera du bien parce qu'elle est divertissante et parce qu'elle nous remet à cet endroit. Il pointe la corruption, la montée du capitalisme, les premiers salaires payés en alcool, etc. C'est-à-dire, il raconte la vraie histoire. Donc on est sur exactement dans ces nouveaux récits-là, en fait, qui vont faire du bien et faire bouger les choses. Et puis, voilà, je vois bien qu'en basculant, en fait, voilà, tout s'aligne et tout se met en place. Je rencontre plus que des gens qui sont vraiment dans cette dynamique-là ou prêts à s'ouvrir. Comme si finalement, cet alignement-là était aussi non seulement une source d'inspiration, mais finalement, vous poussez par un écosystème que vous rencontrez, comme si les projets s'enchaînaient parce que vous êtes alignés. Oui, et puis que de plus en plus de gens le sont. Oui. Je ne sais pas si vous sentez ça autour de vous, non? Alors, vous avez un QR code où vous pouvez poser des questions. Je suis pas Nicolas Rossignol. Heureusement, il arrive tout de suite. C'était chelou, le QR code, je n'ai pas compris. Oui. Vous avez un QR code. Ah bon? Non, parce qu'en fait, il faut, pour poser des questions, pour que j'ai bon accès. Mais on va passer un micro, ce sera peut-être à l'ancienne aussi simple, mais à distance, je pense que c'est bien aussi que les gens puissent poser des questions. Mais ce que vous dites me rappelle ce que dit Marco, le patron de la création ici, qui dit plus on veut aborder des sujets importants, notamment à impact, plus on a un devoir de créativité, parce que si c'est ennuyeux, vraiment, on s'est vraiment trompé. Oui. Mais à l'inverse, plus on met ça dans nos briefs, plus par ailleurs on va innover et trouver des idées qu'on n'aurait jamais trouvées. Exactement. Et donc c'est aussi, et je retrouve dans ce que vous dites une espèce de il y a un reformatage, de cercle un peu vertueux à s'aligner en fait, à changer sa manière de penser et du coup de s'associer. Je trouve ça par exemple super quand on met des gens qui n'ont rien à faire ensemble autour d'une même table pour les faire réfléchir à un sujet. Par exemple, j'ai appris avec un chercheur justement en neurosciences qui travaille sur le cerveau que là aujourd'hui en France par exemple, il y a des gens qui étudient telle partie du cerveau, telle partie du cerveau, telle partie du cerveau. Ils ne sont jamais mis autour d'une table tous ensemble pour parler du cerveau en général. Et ça, je crois que c'est le truc qui nous manque aujourd'hui, de réunir, de penser l'ensemble. Les indigènes, ils ne prennent jamais une décision sans penser aux 7 générations futures. Imaginez la Terre à quoi elle ressemblerait aujourd'hui si on avait fait ça. Imaginez la Terre à quoi elle ressemblerait si Christophe Colomb est arrivé et avait dit « Les gars, qu'est-ce que vous avez à m'apprendre ?» Et qu'il n'avait pas tout piétiné, tout brûlé, tout cramé, tout volé, tout violé, parce que c'est quand même ce qui s'est passé, en les prenant pour des animaux, qui n'ont rien à nous dire. Et aujourd'hui, on a vraiment quelque chose, même à l'endroit de la science, qui est en train de revenir à ce savoir ancestral. Et ce savoir ancestral, ce sont des gens qui sont en lien avec les éléments autour et qui pensent l'avenir. Et donc, ils ne sont pas dans le profit. Par exemple, il n'y a pas d'échelle sociale chez les indigènes. Personne n'a plus qu'un autre. Pas même le grand chef. Le grand chef, peut-être, c'est celui qui a le moins. Parce qu'il ne prendra que s'il reste. Que s'il en reste assez pour lui. Imaginez si on arrivait à... Si on disait au grand chef d'en avoir le moins que les autres. Non, mais
Je suis Ça, désolée, c'est un sacré récit. je dis pas c'est comme ça que ça doit se passer. Je dis qu'il y a un chemin entre notre manière de faire et cette manière-là, en fait. Il y a quelque chose à inventer. Et plus on se mélangera, plus on créera de dialogues improbables avec des cerveaux différents et qui viennent de... Plus les choses vont bouger. Par exemple, là, je vais faire écrire, à l'aide de scénaristes, mais un scénario à la tribu indigène avec laquelle je collabore, parce que je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, nous transmettre, qu'est-ce qu'ils pensent qu'on a besoin d'entendre pour faire un pas sage vers eux. Et on n'a pas, en fait, on n'a jamais eu un film ou un livre, si, des livres un peu, mais un film de divertissement écrit par ceux qui savent. Parce que je pense que c'est ceux qui savent aujourd'hui, même s'ils viennent aujourd'hui prendre de notre savoir et de notre technologie, justement pour pouvoir passer leur message. Et pour moi, on est vraiment un endroit où ça doit se rencontrer, quoi. On doit arriver à une espèce de juste milieu. Et donc, changer nos récits et donc créer le plus de dialogue et d'échanges possibles en mélangeant les cultures. Bah, ça me fait une bonne transition pour appeler Nicolas et pour mélanger et faire parler d'autres invités. Nicolas, tu vois, j'essaie de faire toi, mais je suis pas. Mais en tout cas, j'étais ravie d'échanger avec vous. Et je te laisse la main. Donc, mesdames, messieurs, merci beaucoup, Audrey. Tu n'as pas de micro. Moi, je reste là. Bien sûr, tu restes là. Vous pouvez rester avec nous. Est-ce qu'il y a assez de fauteuils pour qu'on soit tous ensemble? Et je te laisse appeler tous tes invités. Ou alors Audrey, vous allez assister au premier rang à côté d'Agathe et en fil rouge, vous viendrez nous faire un petit mot sur ce que vous aurez entendu du débat. Ça vous convient? Avec joie. Donc très bien. Avec Agathe. Bonsoir à tous. On applaudit Audrey et Agathe, s'il vous plaît, qui nous accompagnaient pour ce moment. Merci beaucoup. Je m'appelle Nicolas Rossignol. Comme n'importe quel journaliste, je viens d'en prendre plein la figure, comme n'importe quel citoyen encore plus. Je vais avoir du mal à animer avec ma conscience, avec tous les reproches que je peux me faire, évidemment. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein, mais là, je m'enfonce encore plus avec ce que je viens d'entendre. Mais on va continuer. Et on n'est surtout pas là pour se plomber le moral, mais surtout pour essayer de construire. Je voudrais qu'on accueille celles et ceux qui ont accepté votre invitation pour poursuivre les échanges. Yasmina, Sébastien, Amélie, Carole et Valérie, qui n'attendent que vous pour venir sur scène. Venez. Merci à vous tous. Sébastien, non, il n'y a pas de plan de table. Je suis très mauvais à ça. Sébastien. Bonsoir Sébastien. Sébastien, attendez que les applaudissements durent, je pense, c'est ça? Très très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation des équipes de Publicis, d'Agathe, de Caroline Darmon et de toutes celles et ceux qui en coulisses préparent ces conversations. On a le plaisir régulièrement de rencontrer des personnalités pour essayer de s'ouvrir un tout petit peu l'horizon et l'horizon des possibles et de ce que nous devons et pouvons faire les uns et les autres. Si je regarde ensemble le titre de cette rencontre, Nouveau récit et imaginaire collectif, le soft power de la culture des médias et de la communication, juste un mot avant qu'on rentre un peu dans le détail sur qui vous êtes et ce que vous faites. Dites-moi juste un mot chacun. Est-ce que c'est porteur d'espoir? Est-ce que oui, on peut faire des choses et auquel cas on est dans un combat très constructif? Ou non, tout est foutu, autant rentrer dans le film d'Audrey et préparer notre enterrement collectif et d'en faire une fête? Peut-être un mot, Yasmina, je vous ai vu réagir. Oui, juste dire que la fin d'un monde, c'est pas la fin du monde. Oui. Et donc il y en a un autre à créer. Et pour le créer, il faut l'imaginer, le rêver très fort. Et j'espère qu'on est là pour ça. Évidemment. Amélie. Oui, c'est... Pardon, Amélie, oui. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut rappeler. Non, tout n'est pas foutu. Et il faut vraiment se dire que chaque kilo de CO2 qui n'est pas dans l'atmosphère et chaque dixième de degré qui est sauvé compte. Et que là, vraiment, on se bat pour sauver tout ce qu'il y a à sauver et que c'est pas une option de baisser les bras. Carole. J'espère, comme vous, que tout n'est pas foutu parce que c'est vraiment extrêmement important. Et quand on voit parfois à quelle vitesse la végétation peut reprendre le Bien terrain, sûr. les plantes peuvent, dans des zones extrêmement sinistrées, à Tchernobyl par exemple ou ailleurs, enfin vraiment dans énormément d'endroits, reprendre vie, peut-être parfois d'autres plantes, des champignons, des plantes, enfin d'autres phénomènes du vivant que nous connaissons mal, reprendre le terrain. Ça donne beaucoup d'espoir, oui. Merci d'apporter ce regard-là. Valérie.
Alors moi, je pense que... je ne sais pas. Donc voilà, parce que je suis plus dans une vision d'acceptation de ce qui est, mais à condition d'éviter la guerre de tous contre tous. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, déjà, pour moi, le poids des mots est hyper important. Donc, il n'y a pas de combat. Donc, je ne suis pas dans un combat, mais je suis plutôt dans une démarche d'élévation des consciences. Donc, peut-être que tout n'est pas foutu si on élève les consciences. Et j'espère qu'on servira à ça ce soir, comme on est tenté de le faire tous les jours peut-être. Sébastien ? Ce qui est vrai, c'est qu'on n'a jamais été dans une situation aussi difficile. Hein. Après, c'est vrai que sur le papier, c'est possible. Il y a des leviers d'action qui permettraient d'éviter une trajectoire de collision pour l'humanité, parce que la vie, elle, a tendance à ressurgir de toute façon, mais l'humanité, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a des leviers, mais la question, c'est est-ce que les humains sont capables d'actionner ces leviers-là ? Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Et là, je suis d'accord que je ne sais pas. J'essaye de peser les forces qui tendent à dire oui, celles qui montrent plutôt non, et c'est très difficile. Hein. C'est très difficile à prévoir. Vous allez voir ce soir qu'on va aborder beaucoup de sujets qui pourraient être des sujets du baccalauréat, parce que ça va être passionnant, évidemment, des sujets de philosophie notamment. Et justement, Sébastien, je vais vous laisser le micro. Vous êtes docteur en neurosciences, vous êtes rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, vous êtes auteur d'un livre qui a beaucoup fait parler de lui, il y a quelque temps, qui s'appelle Le bug humain. Et si je voulais un sujet simple, peut-être j'aurais pas commencé par ça, mais comme j'adore la complexité, et les complications peut-être, je voudrais que vous puissiez nous en parler, parce que vous nous dites que face au dérèglement climatique, face aux problèmes de biodiversité, face en fait à ces questions que l'on se pose ici les uns et les autres, en fait il y aurait une explication, et pour vous cette explication se trouve dans nos cerveaux, dans notre cerveau d'humain. C'est ce que vous avez appelé le bug humain. Docteur, vous n'avez pas 3 heures pour le faire, mais si vous aviez quelques minutes, qu'est-ce que vous me diriez de ce bug et de ce que je vais découvrir de ma partie de cerveau dont je ne soupçonnais pas qu'elle déconnait? Ouais, ça déconne dur. Oui, il y a plein d'autres parties, je le sais, hein, voilà. Mais celle-là, je ne savais pas. Non, je voudrais repartir de ce qu'a dit Audrey Dana tout à l'heure. C'est l'homme va mal, l'homme est un problème. Et on s'en rend compte maintenant. C'est-à-dire que quand on regarde froidement de l'extérieur l'espèce humaine sur sa planète, on voit que c'est une espèce qui est la seule à pouvoir détruire un monde qui scie la branche sur laquelle elle est assise. Et qu'est-ce qui la distingue des autres espèces ? On dit sans arrêt que c'est son intelligence, et c'est vrai. Et qu'il aurait été impossible de détruire une planète sans avoir des moyens technologiques et gigantesques, sans être capable d'extraire le résultat de centaines de millions d'années d'accumulation d'énergie dans des hydrocarbures et de répandre ça dans l'atmosphère. Il faut pour ça des moyens intellectuels faramineux. Comment c'est possible que cette super intelligence soit en même temps super stupide et ne pas être capable de se rendre compte qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied, pour pas dire une balle dans la tête. Et donc l'homme a un problème, c'est vraiment ça, c'est le constat. Il faut partir de ça. Et quand on regarde où se situe le problème, c'est on dit qu'est-ce qui me distingue, moi, humain, d'un corbeau, d'une chouette, d'un rat ou d'un chien ou d'un macaque? C'est l'extraordinaire développement de notre cerveau qui nous donne cette intelligence. Et quand on regarde vraiment ce qui se passe dans le cerveau, on voit que oui, il est très puissant, mais il est sacrément mal fichu. Il y a un gros défaut, ce que j'appelle le bug humain. Et ce défaut vient du fait que le cerveau a évolué depuis très longtemps, qui vient d'époques qui datent de millions d'années d'évolution humaine. Les premiers humains, on date à peu près 2 millions d'années, Homo erectus, Homo habilis, et qu'à cette époque-là, il y a eu le développement d'une zone très pulsionnelle de notre cerveau, le striatum, qui s'appelle le striatum, et qui est câblé pour la survie en prenant tout ce qu'il peut au maximum, sans chercher à se restreindre. Le plus possible se nourrir quand c'est possible, le plus possible se reproduire quand c'est possible, essayer d'avoir le plus de pouvoir possible, essayer de minimiser ses efforts, parce qu'en milieu naturel, c'est comme ça que vous survivez. Voyez. Et alors vous prenez ce striatum ancestral, et puis vous le projetez dans un monde moderne, où il y a une autre partie de notre cerveau qui s'est développée, le cortex cérébral, qui nous rend si intelligents, et c'est là qu'apparaît le bug. C'est-à-dire que ces deux zones-là, elles font un mauvais ménage. Parce que notre cortex cérébral très intelligent, lui, il invente plein de machines qui vont permettre, par exemple, de satisfaire sans limite le besoin pulsionnel originel de se nourrir. Donc ça va donner une agriculture industrielle qui produit, et qui donne à manger à ce striatum d'Homo erectus, jamais rassasié, parce qu'à l'époque, il serait mort s'il avait décidé de faire des régimes.
qui lui donne à manger, et le striatum, lui, ne sait pas se limiter, donc il mange, et on arrive dans une société d'obésité, de pléthore, et on ne sait pas gérer, parce que notre cerveau ancestral n'est pas câblé pour l'excès, il est câblé pour la rareté. Et donc on se retrouve avec un monde à la fois d'obèses, de personnes avec des maladies cardiovasculaires, diabétiques, et puis en même temps qui émettent à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre par le biais de l'agriculture industrielle, et c'est ça le bug. Et on peut faire pareil, par exemple, avec le désir de statut social, dans des sociétés depuis longtemps. Audrey a parlé de sociétés égalitaires, il y en a, mais statistiquement, ce qu'on regarde en étudiant le fonctionnement des sociétés de chasseurs-cueilleurs, à la fois au niveau archéologique et aujourd'hui, il y a quand même une dominante quand même de hiérarchie sociale, même si c'est beaucoup moins prononcé qu'aujourd'hui. Il n'y a pas la notion d'inégalité matérielle notamment, mais il y a quand même la notion de statut. Et le striatum qui, lui, recherche du statut social, parce que c'est aussi quand même un avantage pour survivre depuis toujours, se retrouve dans un monde où il y a des moyens industriels de chercher du statut social, que ce soit sur Internet, que ce soit en achetant des voitures, les plus hautes, les plus puissantes, que ce soit en achetant un téléphone, symbole de réussite, de fashion, de ce qu'on veut. Et donc il va acheter tout ça pour exister dans son groupe, pour gagner des likes. Et on voit par exemple que quand vous mettez quelqu'un dans une machine d'imagerie cérébrale qui mesure le fonctionnement de son cerveau, vous le faites surfer sur des sites de réseaux sociaux de type statutaire qui permettent de gagner du statut dans une communauté virtuelle en gagnant des likes. Mais à chaque fois qu'il en gagne, il y a son striatum qui le récompense avec une molécule du plaisir qui s'appelle la dopamine. Oui. Parce qu'il cherche à avoir du statut dans sa communauté. On est câblé comme ça. Et donc on va en vouloir sans arrêt. Puis si d'un seul coup le niveau de like baisse, c'est insupportable. Plus de dopamine, c'est ce qui se passe dans le cerveau d'un accro à la cocaïne quand il a plus sa dose. Donc il faut y retourner, il faut poster, il faut gagner en visibilité. Pareil pour la nourriture, pareil pour l'automobile, pareil pour les smartphones. Et ce système n'en a jamais assez. C'est ça qu'il faut quand même dire. C'est là le côté complètement idiot. C'est que dès qu'il y a un désir qui est satisfait, ce système se lasse. On voit le striatum, au début, il donne de la dopamine, puis au bout de 2 mois avec le même téléphone, ça lui fait plus rien. 6 mois après, avec la même voiture, ça lui fait plus rien. Avec le même partenaire sexuel, pareil, ça lui fait plus grand-chose. Donc il va falloir augmenter les doses pour entretenir la production de dopamine, ce qui aboutit à une croissance, un principe de croissance. Et là, on se rend compte qu'on a construit un monde bâti sur la croissance économique et commerciale qui répond à ce besoin de croissance de notre striatum. On vient de faire une visite médicale accélérée, tout le monde vient de comprendre d'où ça venait. Le striatum, c'est une partie un peu arrière du cerveau face au cortex qui lui est frontal, si j'ai bien compris. Votre théorie n'est pas partagée par tout le monde, mais elle a le mérite d'être expliquée comme vous le faites ici. On va aller un peu plus loin avec tous nos invités pour en parler. Yasmina, est-ce que votre striatum est OK pour nous nourrir maintenant d'un regard qui nous intéresse? Vous êtes consultante éditoriale à Impact chez Imagine 2050. Un mot sur ce que c'est consultant à Impact finalement, Imagine 2050. Alors moi, j'ai un parcours pas mal dans les médias, puis après dans la communication et ensuite dans la mobilisation citoyenne sur les médias sociaux. Et aujourd'hui, je reviens dans ces métiers pour apporter le conseil pour amorcer cette transition écologique avec les outils dont on dispose quand on est un média, quand on est un communicant. Moi, je suis super OK avec le toujours plus. En fait, je pense que tant qu'on se dit que la sobriété, ça va nous priver, eh bien, ça ne marchera pas. Moi, le toujours plus, ça marche pour moi. Mais toujours plus de quoi ? Et en fait, c'est là où on va devoir être super créatif et travailler. Moi, j'aime bien cette formule des nouvelles abondances. Donc, qu'est-ce qu'on va gagner à perdre ce mode de vie-là ? Parce que c'est vrai que la fête est finie. La surconsommation, on peut se dire que la fête est finie au niveau de la surconsommation. Mais on ne va pas s'arrêter de faire la fête pour autant. Mais elle va être composée de quoi cette fête ? Ça va être quoi ces nouvelles abondances ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre comme rêve ? Et ça, les publicitaires sont les plus forts pour ça. Alors, c'est vrai que on va y revenir, sur la fête de demain. Ouais. Les publicitaires, on est là tous de manière un peu naïve, on est venu pour passer un super moment, sauf qu'en fait, le premier quart d'heure ou la première demi-heure, on va s'en prendre plein la figure, parce que nous, gens des médias, de la pub, de l'entreprise, on est quand même, si ce n'est totalement responsable, en tout cas pas mal là-dedans, ben oui, comme n'importe quel citoyen dans le monde, exactement. Évidemment. On a servi cet imaginaire d'opulence, mais même les chansons qu'on écoute... quand on nous prend pour responsable de la surconsommation effrénée, des 30 glorieuses, etc. Ouais. On s'autoflagelle en disant ça ? Non, c'est pas une autoflagellation, c'est se dire on a vécu comme ça, on voit les limites de ce modèle. À partir du moment où on voit les limites de ce modèle, on se dit ce serait cool de changer, parce que quand même, ce qui nous tient
tous là et ce qui nous relie. Et merci Audrey d'avoir bien, je trouve, expliqué cette idée qu'on est tous reliés. On est tous fondamentalement attachés, viscéralement, radicalement à la vie juste. Et donc là, on est sur des enjeux de transformation où le cœur, c'est juste rester vivant. C'est quand même super chouette et très enthousiasmant quand même cette idée de se dire bon, bah ok, je vais retourner la table parce que la récompense derrière, c'est de se dire que je propose un avenir aux générations présentes, pas seulement aux générations futures, mais aussi aux générations présentes. Même si rationnellement, franchement, si on est très lucide, c'est vrai que la situation, elle est super claquée au sol, comme diraient mes enfants, voire au 3e sous-sol. Mais la dignité du présent, c'est justement se dire qu'on peut œuvrer à se dire que nos vies peuvent être riches de plein d'autres choses. Et on va voir comment et surtout comment on peut agir les uns les autres. Carole Lebert, merci aussi d'être à nos côtés. Carole, vous êtes, vous, au sein de France Télévisions, conseillère de programme dans l'unité fiction. Toute votre vie a été dans la fiction. On va avoir l'occasion de parler ici d'imaginaire et de la manière d'écrire beaucoup de choses avec Valérie aussi dans quelques instants. Mais Carole, en fait... est-ce que la petite lucarne dans laquelle vous proposez des créations est finalement aussi un vecteur de cette surconsommation ou tout simplement un miroir de ce que nous sommes? Racontez-moi en fait qui de la poule ou de l'œuf dans votre travail et dans la responsabilité des médias. La question de la poule ou de l'œuf me paraît très très difficile, philosophiquement vraiment beaucoup trop difficile. J'espère que le média n'est pas simplement un encouragement à la surconsommation et que, en ce qui concerne la part fiction de ce média, la question, c'est de proposer certes du divertissement, évidemment, par les différentes soirées de fiction qu'on peut proposer, mais aussi, justement... entrer dans les imaginaires, proposer des imaginaires, et par là, on a une responsabilité dans la fiction comme dans les autres genres, évidemment, documentaire, magazine ou autre, mais à France Télévisions, service public. Donc service public, c'est le service public, donc c'est le service dont les programmes sont fabriqués avec de l'argent public et qui est, on aime beaucoup, un de mes meilleurs amis et collègues et moi dire service au public. Voilà, donc nous, notre responsabilité, c'est d'être engagés sur un certain nombre de questions. Les questions dont vous parliez, certes des violences faites aux enfants, des violences faites aux femmes, sur lesquelles on conçoit, et on conçoit encore de nouvelles fictions qui seront à l'antenne dans quelques-unes dans les mois à venir, et encore sans doute dans les années à venir aussi, parce que malheureusement, ces violences-là ne s'arrêtent pas. Et comme les violences et la capacité de destruction que notre espèce est capable d'appliquer à la planète qui nous permet d'exister ne s'arrêtent pas non plus et ne sont malheureusement... visiblement pas du tout prête de s'arrêter, même si toutes les alertes sont là, et même si nous vivons, moi je suis très frappée que nous vivions un tel phénomène d'accélération entre les années 70 de ma jeunesse, de mon enfance et de ma jeunesse et aujourd'hui, et ces 10 dernières années, le phénomène d'accélération est quand même assez terrifiant. Une question là-dessus, pardon, mais dans tout ce parcours et dans la responsabilité des médias, pas que, mais celle des médias en particulier, j'ai toujours entendu dire, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à la télévision, je venais avec une naïveté monstrueuse, avec le concept, mais qu'on a été des millions à proposer, c'était le journal des bonnes nouvelles. Et après s'être foutu de moi, tous les directeurs de programme m'ont dit mais t'es pas sérieux. En fait, les gens aiment bien voir pire qu'eux, aiment bien voir le malheur à la télé, c'est beaucoup plus vendeur que ton journal Les Bonnes Nouvelles qui va faire chier tout le monde. Et de fait, certaines tentatives ont été réalisées et qui n'ont pas fonctionné. Pourquoi est-ce que... Ça, je ne peux pas vous dire pourquoi ça n'a pas forcément fonctionné. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, à France Télévisions, il y a des petites unités qui s'appellent Utopie et qu'on peut découvrir sur France.tv et qui sont en quelque sorte
un journal des bonnes nouvelles et un journal de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut imaginer et de ce que certains groupes ou individus ou associations font déjà. Alors là, je ne parle pas du terrain qui est vraiment celui que je connais, qui est celui sur lequel travaille mon unité, l'unité dans laquelle je travaille, mais la fiction. Mais ça existe. Ça existe. Il y a chez France Télévisions, et vraiment avec une volonté éditoriale qui est extrêmement impulsée par notre présidente Delphine Ernotte et par son équipe. Une volonté d'une part de réfléchir à toutes les questions dont on parle ce soir et aussi une volonté d'aborder un certain nombre de sujets autrement. On parle des médias. Je reviens vers vous dans un instant, mais je voudrais parler avec Amélie. Amélie, en fait, puisqu'on parle des médias, c'est aussi votre quotidien finalement, d'être média et de tenter d'apporter des messages, puisque vous êtes fondatrice de Post-Influence et de Paye ton influence. Vous les pitchez comment d'ailleurs ? Oui, alors Paye ton influence, c'est un collectif bénévole qui a été créé il y a 1 an et demi et qui a pour objectif de réveiller les influenceurs sur les questions écologiques. Et Post-Influence, c'est une agence qui a pour objectif d'accompagner la transition écologique des acteurs de l'influence marketing. Alors, le média d'influence dont on parle là, le marketing d'influence, on pensait que jusqu'à aujourd'hui, c'était celui qui allait nourrir mon striatum au maximum et qui allait me pousser dans ma consommation effrénée. Vous avez envie, vous, de partir de l'autre côté en disant oui, on peut faire de l'influence, on peut faire du lobbying, etc., mais pour des choses plutôt vertueuses. Racontez-nous le mécanisme, en fait, qu'est-ce qui vous a fait basculer et est-ce qu'on est dans une utopie, on va parler du mot utopie, ou pas du tout, au contraire, racontez-nous. Alors moi, ça fait plus de 5 ans que je suis engagée sur les questions de transition écologique. Notamment, j'ai commencé mon engagement au sein d'un collectif qui s'appelle Point Réveil écologique. Et il y a 2 ans, j'ai commencé à m'intéresser justement au secteur de l'influence. Pourquoi ? Parce qu'au quotidien, je suis des influenceurs depuis des années. Et je me suis bien rendu compte que aujourd'hui, les influenceurs, ce sont les nouveaux communicants, ce sont les nouveaux leaders d'opinion. 80% des 15-25 ans suivent des influenceurs au quotidien. Ils sont écoutés justement par des millions de personnes. Ils arrivent à finalement créer des communautés. Et ils ont un énorme pouvoir dans la société aujourd'hui. Ils ont le pouvoir d'orienter les normes sociales, d'orienter les comportements de consommation, d'orienter les modes de vie. Ça se voit dans les chiffres. Concrètement, aujourd'hui, les influenceurs font vendre comme jamais la publicité n'a réussi à faire vendre jusqu'à présent. Pourquoi et comment ? C'est cette fameuse relation parasociale. Un influenceur, il incarne justement sa voix, contrairement à une marque finalement, et il arrive à créer une relation particulière avec son audience, à créer une forme entre guillemets d'amitié qui fait que son audience lui fait confiance et donc tout ce qu'il dit, tout ce qu'il montre, tout ce qu'il valorise va potentiellement faire en sorte que son audience va acheter concrètement ce qu'il met en avant. Alors acheter des conneries, acheter des merdes, pardon, acheter des trucs complètement inutiles, acheter tout ce qui va doper mon striatum, notamment, mais pas que. Vous vous dites, par exemple, si j'avais les 10 plus gros influenceurs français qui acceptent, pour le coup, de devenir écolo et en tout cas de nous apporter des solutions vertueuses, on pourrait d'ores et déjà changer beaucoup de choses. Exactement. Ce qu'on dit avec Paye ton influence notamment, c'est que les influenceurs, ils font partie du problème. Pourquoi ? Parce que la majorité, et notamment ceux qui sont le plus suivis, continuent à promouvoir des modes de vie de consommation qui ne sont plus compatibles avec l'urgence écologique, notamment la promotion de la surconsommation, voyage à l'autre bout du monde, etc. Mais qu'ils font aussi partie de la solution. Pourquoi ? Parce que justement, ils peuvent être des sensibilisateurs absolument extrêmement efficaces, justement, parce qu'ils peuvent parler à des communautés qui les écoutent au quotidien, contrairement aux scientifiques qu'on n'écoute pas depuis 50 ans. Donc des communautés qui les écoutent et qui, justement, peuvent, grâce à eux, être sensibilisés sur ces questions-là. Et d'ailleurs, ça, le dernier rapport du GIEC le dit concrètement. Donc les scientifiques le disent aussi que les influenceurs peuvent justement faire en sorte de faire adopter à la population des modes de vie bas carbone. Donc ça, c'est le dernier rapport du GIEC qui le dit concrètement. Alors ils peuvent, mais selon vous, ils ne le font pas, puisqu'en fait, pour vous, ils vantent des modes de vie incompatibles, finalement, avec le monde dans lequel nous vivons et avec les enjeux qui sont les nôtres.
Exactement, comme je disais, la plupart des influenceurs aujourd'hui, finalement, sont portés par ce fameux striatum, comme tout le monde aujourd'hui. Et ceux qui ont le plus de visibilité continuent à promouvoir des modes de vie de consommation qui ne sont plus compatibles avec l'urgence écologique. C'est que la question qu'on pose souvent, et c'est une question qu'on a posée dans une tribune qui est sortie dans le Média Vert il y a 1 an, c'est qu'est-ce qui se passerait si Léna Situation et Squeezie, donc les 2 plus gros influenceurs français qui à eux deux cumulent près de 40 millions d'abonnés, qu'est-ce qui se passerait si eux commençaient à avoir un discours écologique, à finalement devenir écolo. Nous, on est persuadés que ça pourrait finalement créer une dynamique de transition auprès de l'audience des influenceurs, auprès aussi des autres influenceurs, mais de la société en général. Parce que concrètement, les influenceurs, on le sait aujourd'hui, ils ont un impact absolument énorme, et cet impact doit être lié à une forme de responsabilité. Je viens de voir juste une réaction, Sébastien. C'est très important. Moi, je tombe toujours sur cette question-là. Quand on me demande est-ce que notre cerveau peut être recablé pour réorienter ses désirs. Vous répondez quoi ? On sait que oui. D'accord. Il peut être recablé dès lors qu'on lui propose un nouveau modèle de désirabilité. C'est-à-dire que le striatum, en gros, il veut être regardé. Il aime bien faire le malin. Si on lui dit tu seras respecté comme individu si tu consommes beaucoup, il va le vouloir. Oui. Si on lui dit tu seras respecté parce que tu adoptes des comportements tout à fait nouveaux qui sont des comportements vertueux, mais qui marchent parce que regarde lui, il est très connu, il fait ça. Il va recabler ses neurones et orienter la dopamine vers le nouveau comportement vertueux. Donc c'est vrai, et on retombe toujours sur la question de la faisabilité, et c'est là la question, c'est que évidemment, quand on veut incarner une influence et toucher facilement des gens, c'est plus facile d'agir sur des choses qui sont déjà ancrées dans les habitudes, qui relâchent de la dopamine en achetant tout ce qu'on veut, plein de biens matériels extrêmement dispendieux pour la nature, que de le faire en misant sur des nouveaux objets de désir. Et ça demande un pari, un travail, et je pense qu'effectivement c'est ce travail que vous faites, et je pense qu'il est très important, et qu'il faut arriver sans doute à convaincre ces acteurs de la sphère de l'information et d'Internet de prendre le temps, c'est-à-dire d'accepter que ça ne marche pas tout de suite, et qu'il faille une masse critique aussi d'intervenants pour que ça devienne une nouvelle norme. Mais ça, c'est un des trucs les plus importants. Avec aussi des trucs importants, Yasmina, sur le toujours plus de quoi, on pourra peut-être en reparler, et sur aussi toujours la question de, quand même, qu'est-ce qu'il va falloir quand même faire moins, la question de la sobriété comme contrainte quand même qui sera aussi inévitable. Merci de le rappeler. Valérie, on parlera dans un instant d'une initiative magnifique qui est l'Assemblée citoyenne des imaginaires, mais d'abord, Valérie Zoïdo, vous êtes auteure, journaliste, cofondatrice d'un collectif qui s'appelle Atmosphère. C'est quoi ce collectif ? Alors, je suis autrice, réalisatrice et storytelleuse du changement individuel et collectif. Non, je vous en prie. Donc, effectivement, on a cofondé ce collectif Atmosphère avec Pascal Signolet, Laurence Lafito du Festival Atmosphère, mais Valérie Martin aussi, qui est dans la salle, a cofondé ce collectif. Et il s'inscrit vraiment dans une démarche de nouveaux récits, d'apporter des nouveaux récits et de réfléchir justement à la manière de véhiculer de nouvelles valeurs sans pour autant faire de l'écologie une fin en soi, mais un art de vivre, un nouvel être au monde, et de l'infuser dans les histoires. Mais je pense qu'après, je vous parlerai de ce concept de pédagogie clandestine. Mais tout ça notamment parce que vous faites les mêmes constats que ce que l'on vient de faire, en fait Alors, oui. Alors justement, Sébastien a été un des premiers à être invité dans nos formations de parcours Nouveaux Récits il y a 4 ans peut-être. Et pourquoi on a invité d'ailleurs Sébastien, c'est parce que on suit un peu le parcours du voyage du héros. Donc de Joseph Campbell, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est un peu la base du storytelling, des mythes et des récits. Et on commence toujours avec justement la situation que l'on quitte, pour ensuite inviter les scénaristes qu'on forme à se déconnecter du problème. Et justement, par rapport à cette histoire de bug humain et de sobriété, moi, rien que ce mot déjà, même si je sais qu'il est très très important et cher à Valérie de l'ADEME, pour moi, en fait, déjà, le mot sobriété ne va pas. Pourquoi ? Parce que finalement, si on doit devenir sobre, ça veut dire qu'on est potentiellement alcoolique. Et donc, du coup, pour moi, la question la plus importante à se poser, c'est mais pourquoi on est alcoolique ? Et tout le travail à faire, c'est de sortir de son addiction, quelle qu'elle soit. Que ce soit l'addiction aux ressources, l'addiction à l'alcool, nos dépendances affectives, tous nos manquements, en fait. L'addiction à la consommation, à la surconsommation. Parce que la consommation vient d'un manque. Et je ne sais pas si... Moi, en tant qu'ancienne journaliste, j'ai fait des reportages chez les Alcooliques Anonymes.
Et chez les dépendants affectifs et sexuels anonymes, c'est absolument passionnant. Le courage que ça demande de faire les fameuses 12 étapes. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi les 12 étapes pour se sortir de... Enfin, vous êtes au courant ou vous avez déjà lu des bouquins là-dessus, mais c'est un parcours du combattant. Enfin, c'est un vrai voyage du héros, en fait. Et d'ailleurs, c'est assez spirituel comme démarche parce que, finalement, toute la question... Et là, je vais citer notre chercheuse interdisciplinaire, Pascale de Gaillatis, qui intervient aussi dans nos formations, qui pose la question de, en fait... Comment on passe, et ça rejoint un petit peu le striatum, d'un plein qui est vide à un vide qui est plein. Oui. Et où tout simplement, elle nous invite aussi à se dire, mais on arrête la quête du Graal, donc toujours cette fuite en avant. En fait, la quête du Graal, c'est de ne plus en avoir, c'est d'être le Graal. Et en fait, c'est d'être la coupe. C'est-à-dire comment on se met en position de dépouillement. On enlève les couches, les fausses croyances, enfin, tout ce qu'on essaye avec notre striatum de prendre, comment on enlève... De posséder, oui. Voilà, comment on se dépossède, comment on se déleste de cette énergie de prédation pour être dans une forme d'accueil, finalement, de la vie, du vivant. Et là, je rejoins Audrey, enfin, peut-être s'est absentée, mais je rejoins Audrey là-dessus, c'est-à-dire que tous ces questionnements, finalement, auxquels nous a invités le sacré, oui. Et je pense qu'au-delà du striatum, parce que finalement, le problème, c'est 200 ans de révolution industrielle qui remettent en question 4 milliards d'années de vie sur Terre. Mais est-ce que finalement, le striatum de ces populations indigènes dont elle parlait ou d'autres cultures faisait autant de mal? Je ne crois pas. Je pense que le problème... ouais, attends... je veux dire, le problème, c'est peut-être un mix entre notre culture occidentale, capitaliste, néolibérale, qui est quand même héritière d'une pensée newtonienne, darwinienne, vraiment avec, où on extrait, voilà, c'est pas une société qui a designé son contrat social autour de la régénération, de la pensée circulaire, etc. Et c'est possible. Et en même temps, parce que, comme le disait très bien Audrey aussi, c'est que notre contrat social, effectivement, a tué la mort. Et en tuant la mort, elle a tué en fait toutes les questions qui vont avec sur, effectivement, qu'est-ce que je transmets, de quoi j'hérite et quel est le sens, en fait. Je vois des questions arriver, ouais. Et vous pouvez le faire via le QR code pour ceux qui sont connectés directement sur la page et ici sur le QR code avant de passer le micro tout à l'heure. Mais je vois des questions arriver. Juste sur ce constat, avant d'aller un peu plus loin, il y a une question, Carole, pour vous. Est-ce que les marques, finalement, ne devraient pas arrêter de dépenser leur budget publicitaire autour du JT? Ça inciterait à montrer autre chose aux infos que du négatif. Donc ça, c'est une des réactions que l'on a. C'est-à-dire on essaie de chercher les coupables et qui parlent des pubs autour des JT. Parle d'abord de celles et ceux qui font les pubs, de celles et ceux qui les regardent, de celles et ceux qui les diffusent. En clair, on est tous là-dedans, évidemment, à vouloir chercher des responsabilités. Regardons-nous et on doit tous en avoir. Mais dans ce que l'on se dit là, est-ce que dans cette manière de penser, ça rejoint, puisqu'on parle là d'imaginaire, ça rejoint votre travail à la fiction, par exemple, à France Télévisions? Vous êtes finalement câblé un peu sur les mêmes sujets? Le travail à la fiction, ça consiste à chercher de nouveaux projets de séries. Alors des projets de séries qu'on a déjà fait. Le travail de fiction on l'a démarré il y a plusieurs années pour commencer à réfléchir et à construire des fictions qui réfléchissent sur ce qui advient à notre planète. Par exemple, on a diffusé en 2019, à l'automne 2019, une série qui s'appelle La Dernière Vague, où déjà on imaginait l'existence le surgissement d'un nuage très envahissant, très envahisseur, potentiellement toxique, c'est-à-dire capable de modifier même nos capacités neuronales et de transformer aussi l'imaginaire des personnes d'une petite communauté, d'une petite ville de bord de mer. Et on était déjà avec cette idée que la nature se réveille et peut se venger. Comme Abyss, qui vient d'être diffusé sur France Télévisions très récemment, et qui est une coproduction internationale qui raconte que la nature, les fonds marins se vengent.
Voilà, donc on y réfléchit depuis un moment, et pas seulement sur le mode catastrophiste. Enfin, les fictions catastrophes, c'est une part de l'imaginaire possible, mais et c'est peut-être une part un peu plus évidente. Enfin, voilà, mais c'est pas la seule part. Pour nous aussi, il s'agit que dans des fictions du quotidien, dans Fais pas ci, fais pas ça, il y avait déjà personnages d'adolescentes qui forçaient ses parents à avoir un comportement un peu plus éthique, avec les poubelles, mais avec tout un tas de choses. Il y a du travail aussi. Il y a des personnages dans les fictions, dans les quotidiennes. Dans Un si grand soleil, par exemple, il y a un personnage qui a la volonté de créer une ferme bio. Alors on espère qu'il va y arriver et qui éduque ses compagnons, ses camarades à l'utilisation d'un lombricomposteur, par exemple. Alors, parce qu'on peut changer. Enfin, allez-y, oui, réagissez, moi, je veux bien vous en prie. rebondir parce que pour avoir accompagné des scénaristes de Plus belle la vie, donc cette série sur France Télé qui avait 17 ans d'antenne. 17 ans, oui. Sur la dernière saison, malheureusement, elle n'est plus à l'antenne, mais elle touchait énormément de monde. On peut faire justement par les récits, suggérer des modes de vie plus responsables parce qu'ils sont justement joués par les héros qu'on aime. Et dans cet accompagnement, ce qui est ressorti du besoin des scénaristes, c'était deux choses. C'est la connaissance nécessaire pour aborder des sujets dont ils avaient envie de parler depuis très longtemps, mais où il leur manquait la connaissance à la fois technique, scientifique, voilà, de toutes ces choses qu'on n'a pas appris à l'école. Parce que nous, on est allé à l'école sur un monde qui ne s'effondre pas. Donc tout ce qu'on a appris aussi, il participe de cet imaginaire de tout va bien, c'est open bar. Donc il y a un vrai truc de connaissance. Donc tout comme tu as besoin d'un référent policier ou médecin quand on fait une série policière ou hospitalière, sur ces questions-là, il y avait aussi besoin d'avoir de la science, de la connaissance. Et l'autre chose qui leur manquait, c'est les sorties par le haut des personnages de certaines crises qu'ils auraient à traverser. Plus belle la vie, c'est la série du vivre ensemble, du toujours mieux vivre ensemble. Et le directeur de collection nous confiait, mais moi j'ai envie d'adresser la question de la sobriété énergétique via un blackout qui surviendrait, mais mon imagination, elle se bloque je n'arrive pas à imaginer autre chose qu'une guerre civile. Donc là, il a fallu qu'on aille documenter, et là, c'est bien d'avoir été journaliste par le passé, parce que c'est aussi une paire de lunettes que vous prenez dans vos recherches, et on est allé chercher les histoires merveilleuses qui se sont passées en temps de blackout. Et moi, j'en ai la chair de poule au Texas, c'est quand même contre-intuitif. Le blackout du Texas a révélé des histoires de coopération merveilleuses, qui sont autant d'histoires sur lesquelles les scénaristes vont pouvoir picorer et proposer des scénarios souhaitables de sortie par le haut et montrer qu'on est capable de collaborer dans les crises les plus profondes. Parce que Sébastien, on parle du cerveau qui peut se bloquer, justement, mais on a d'autres parties du cerveau qui elles sont capables, justement, du meilleur, et peut-être de nous débloquer, de nous amener sur autre chose. Oui, bien sûr, il y a le grand ennemi du striatum dans le cerveau, qui est le cortex préfrontal, l'avant du cerveau. Qui lui cherche plutôt à faire attention, à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas faire d'excès, à ne pas céder à ses impulsions. C'est le cortex préfrontal qui fait qu'on est capable de vivre en société, de se retenir de faire à tout moment ce qu'on voudrait faire tout de suite. Là, par exemple, j'aurais envie de me lever, d'aller prendre une coupe de champagne. Non, j'y vais pas. Quelqu'un m'énerve, j'ai envie de lui sauter dessus. Non, je le fais pas. En fait, c'est ce qui fait que l'être humain n'est pas un animal et qu'il n'est pas un animal de pur instinct et qu'il est un animal réfléchi et capable de différer ses désirs pour des objectifs plus lointains, de mettre entre parenthèses ces désirs instantanés en se disant non, les autres sont là et le futur est là. Ça, c'est très étonnant de constater que cette partie de notre cerveau, c'est vraiment celle qui s'est le plus développée dans l'espèce humaine, qui a pris le plus de place dans notre cerveau, et sans elle, on n'aurait pas pu vivre. Parce que les groupes ont tenu, et on le voit encore, il y a énormément d'études en éthologie, en ethnologie, en anthropologie, qui montrent que plus le cerveau est capable de brider ses propres instincts, donc c'est pas forcément négatif, plus il est capable de faire tenir la cohésion d'un groupe pendant longtemps et dans des situations difficiles. Et donc ça pose la question de la sobriété comme on est pré-câblé quelque part pour la sobriété, pour ne pas être des purs striatomes. Qu'est-ce qui fait qu'on est devenu des purs striatomes ?
Et aujourd'hui, je pourrais vous montrer des données qui montrent qu'on a complètement mis de côté le cortex préfrontal, qu'on est devenu très pulsionnel, très, très impatient, qu'on est encouragé par ça, par plein de choses, de l'ordre de la publicité, des incitations à consommer, de l'accélération dont vous parliez, le fait qu'on a tout de plus en plus vite, donc on perd l'habitude d'attendre. Mais en revanche, notre cerveau, vous le dites, notre cerveau est assez agile pour finalement savoir se dépluguer pour un jour ou l'autre se repluguer au... On a cette partie de notre cerveau qui peut se réallumer. Voilà. Oui. La question, c'est comment on va la réallumer. Et il y a deux choses très, très importantes. C'est réfléchir à la différence entre nos besoins et nos désirs. Et ça, au départ, c'est pas précablé dans le cerveau humain. Il n'y a pas un endroit où il y a écrit « au-delà de ça, c'est plus la peine ». Une sorte de limite de la raison sobre. Non, ça, il n'y a pas. Donc, il faut réfléchir. C'est une construction à faire ensemble. Et ça, notre cortex préfrontal, qui est une machine à collaborer, à synchroniser les cerveaux, est là pour ça. Et la deuxième chose, c'est de faire de la coopération. On sait que plus on coopère sur un projet commun, plus on est capable de résister à plein de choses inutiles. Il y a une expérience célèbre, l'expérience du marshmallow, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est utilisée pour tester l'envie que les enfants ont d'avoir une friandise. On leur donne une friandise. On met 3 gamins devant une caméra, et ils ont des marshmallows pile devant. Et on les filme en fait, et nous comme des vicelards, on regarde derrière le premier qui va en choper un. Et surtout on lui dit, si tu arrives à résister pendant 10 minutes, tu en auras le double. Bien sûr. Donc c'est pour tester la capacité de résistance. Et là c'est le cortex préfrontal qui dit au striatum, non, ne fais pas l'idiot, attends, le futur est plus important que le présent. Tout seul, un gamin il a beaucoup de mal, environ 80% il craque. Par contre si on les met à plusieurs et qu'on leur dit maintenant, si vous résistez tous, vous aurez le double. Par contre s'il y en a un seul qui craque, vous n'aurez rien. Là, les performances sont beaucoup plus fortes, c'est-à-dire que le groupe crée une responsabilisation, crée l'envie de le faire ensemble. Et je pense que là, on s'oriente aussi vers la notion du récit collectif. Qu'est-ce qu'on se donne comme objectif commun ? Ça m'amène à un sujet sur lequel j'aimerais que vous réagissiez, parce qu'il me trotte dans la tête depuis que vous avez commencé à parler. Vous dites cet effet de groupe, si on décide de tous ensemble d'y aller. Il y a quelque chose qui nous est reproché, c'est que nous, la société de surconsommation, la société occidentale, on va dire, qui a surconsommé, etc. On est en train de se dire tout ça. Allez, il faut vraiment qu'on soit sobre, qu'on fasse mieux, moins, etc. Et on voudrait l'imposer au reste du monde qui n'a pas vécu, ou n'a pas laissé parler son striatum, des continents qui sont... qu'on appelle sous-développés, je déteste ce mot, mais des gens qui n'ont pas profité comme nous et auxquels on va dire, écoutez, en fait, nous, on a bien profité, mais ne faites surtout pas comme nous, ne profitez pas, parce qu'on va revenir avec quelque chose de plus sobre. Est-ce que le problème on n'a pas un sujet, finalement... Le problème n'a jamais été posé comme il faut, c'est-à-dire qu'une fois qu'on pose la question de la limite entre les besoins et les désirs, on verra que, en gros, nous, on a besoin de dire stop, et puis les autres, qu'ils aillent déjà jusqu'au niveau où leurs besoins sont remplis. Yasmina. Moi, je suis complètement d'accord. Cette question, on nous la pose tout de suite. Il y a le Nord-Sud, mais il y a au sein de notre pays déjà, même. Enfin, voilà, ce qui se passe aujourd'hui le montre. Bien sûr. Le bonheur intérieur brut, il n'est pas forcément bien réparti. On a deux réponses à ça. La première, c'est il faut justement, puisque on a une partie du monde qui nous regarde pour nous ressembler, donc il y a une urgence à ce que nous, on change notre modèle pour être une inspiration différente. Et on revient à cette histoire des rôles modèles et ce à quoi on a envie de ressembler, ce qu'on a envie d'imiter. Donc l'enjeu, c'est nous, très vite désamorcer cet imaginaire-là en le tordant, en lui disant qu'il n'est plus très cool, cet imaginaire-là. Et on a aussi un levier sur les fabricants d'imaginaire, donc les leaders culturels de ces pays-là, pour qu'ils aillent sexifier, et j'utilise vraiment ce mot à dessein, parce qu'il y a des choses qu'il va falloir qu'on érotise et qu'on rende sexy. Et donc on a des modes de vie qui sont résilients, qui sont à la fois respectueux des limites planétaires et de la dignité humaine, et qu'il va falloir magnifier, raconter pour les rendre désirables aux gens qui vivent ces modes de vie-là. Et pareil, dans nos sociétés occidentales, il y a des trésors de savoir-vivre, de savoir-être, qui doivent être de nouvelles fiertés. Moi, ma mère, je viens du 93, moi j'ai une mère
ouvrière qui ne sait pas lire ni écrire. Quand on était petite, elle nous achetait des vêtements de seconde main. C'était la honte totale. Aujourd'hui, ça devient une fierté de s'habiller en seconde main. Et on les vend 10 fois plus cher. Ce qu'on fait parce qu'on n'a pas beaucoup, ça doit devenir le nouveau cool. Et encore une fois, c'est une histoire d'équilibre. Il y a beaucoup de gens qui vont perdre, mais il y a beaucoup de gens qui ont à y gagner à cette nouvelle société. Et alors vous tendez une perche à Valérie, puisque tout à l'heure j'ai donné ça un peu en amorce, mais j'aimerais que vous nous parliez de cette assemblée citoyenne des imaginaires. Vous avez rassemblé une assemblée citoyenne pour travailler sur ces imaginaires collectifs. Quelques mots d'abord sur la méthodo et ensuite vos objectifs. Avant de parler de la méthodo, c'est quand même bien donc de raconter en quoi consiste ce projet. Donc, l'idée du projet est donc de mettre autour de la table des citoyens, des experts et des scénaristes, justement pour qu'on raconte des récits à la convergence de la compréhension du réel, de la compréhension des enjeux actuels contemporains, des imaginaires. Donc, quels sont les imaginaires finalement auxquels aspirent les citoyens, dans quels héros ils aimeraient s'incarner, et professionnaliser ce tout par de vrais storytellers dont c'est le métier et qui justement nous permettront de nous mettre en mouvement à travers l'émotionnel. Donc ça, c'est l'Assemblée citoyenne. L'idée est vraiment justement de rejoindre le citoyen là où il est et pas où on voudrait qu'il soit, comme donc dit Thomas Nansbourg, notre parrain, justement pour ne pas imposer un récit tout fait qui viendrait peut-être d'une élite ou d'une élite bobo, un peu déconnectée, voilà, d'une culture peut-être un peu populaire, où quand on habite au-delà du périph', c'est pas forcément facile de prendre le vélo. Et donc ça peut agacer, ça peut créer des divisions. Et donc l'idée, finalement, c'est de proposer un discours qui soit rassembleur, qui ne soit pas culpabilisant, qui ne soit pas punitif, qui soit effectivement sexy et qui soit doux et non violent. Et sans pour autant perdre sa radicalité, mais dans le sens jardinier du terme, c'est-à-dire replonger à la racine, quoi. Et donc voilà, on va sur le terrain. Là, en ce moment, on est dans la méthodo. Donc la méthodo, donc la première, c'est une phase d'écoute. Donc primordial, oui. Primordial, on écoute, justement, pour arrêter d'opposer la culture fin de mois versus fin du monde. Donc culture, bref. Et après avoir écouté, donc avoir sondé, voilà, fait un état des lieux, on a inspiré. Donc c'était le 11 mai à l'Académie du Climat. Et un peu inspiré de la Commission nationale du débat public. Je ne sais pas si vous connaissez cette magnifique institution qui a permis à la Ve République de se tirer une balle dans le pied, parce que c'était un vrai contre-pouvoir. Donc voilà, on s'inspire de la Commission nationale du débat public, justement, qui consiste à informer les citoyens, à les former et à leur donner accès à la décision publique. Et alors là, c'est un peu ça, puisque en fait, on fait participer le citoyen à l'écriture et donc au contrat social en écrivant. En fait. Et donc, mais avant d'écrire, on l'initie à c'est quoi une société compatible avec le vivant, c'est quoi la pensée complexe, un peu dans la même veine de nos formations Nouveaux Récits. Et donc voilà, on est vraiment dans une forme, je vous dis, d'interdisciplinarité. Ça, c'est la méthodo. L'objectif, c'est quoi? C'est d'en ressortir quoi à la fin? Et l'objectif, c'est la phase actuelle qui est donc l'écriture. Donc là, on a 126 ambassadeurs qu'on appelle des imaginateurs, donc sur tout le territoire français, qui organisent des ateliers d'écriture dans toute la France. On va récupérer cette matière, on va l'analyser, la décrypter, la soumettre à des scénaristes qu'on emmène en résidence d'écriture dans des écolieux, enfin un écolieu, en septembre. Ils vont écrire des pré-synopsis à partir donc de ces imaginaires-là. Ils soumettront leur pré-synopsis au Festival Atmosphère le 14 octobre devant une assemblée de 1000 personnes qui amenderont, enrichiront voilà, tous ces synopsis, tant sur la psychologie des personnages que sur les éléments de décor, les enjeux narratifs. Et ensuite, les scénaristes repartiront à l'écriture pour rendre leur synopsis à la fin de l'année. Carole, c'est un schéma traditionnel pour, par exemple, aboutir à une fiction? Pas du tout. Qu'est-ce qui est exotique dans cette démarche? Pas du tout, mais je trouve ça très intéressant. Et pour le coup, j'aimerais bien être au courant. Parce que nous, on est content, vous prenez rendez-vous à la sortie. On est toujours en recherche d'éléments à venir. Évidemment, France Télévisions travaille avec des producteurs qui travaillent eux-mêmes avec des scénaristes. Bien sûr. Mais c'est très intéressant. Moi, je serais très intéressée d'en savoir plus, sincèrement. Mais du coup, en rebond, j'aimerais vous parler d'une expérience
expérience qu'on fait, d'un travail qu'on fait sur une série qui s'appelle Alex Hugo, qui est incarné par Samuel Le Bihan, dont on connaît aussi l'engagement associatif sur divers terrains, mais notamment sur le terrain environnemental et sur la lutte contre les îlots plastiques, enfin les îles plastiques, et sur le recyclage du plastique, puisqu'il travaille sur un projet là-dessus. Il y a un peu plus de 10 ans, on a créé cette série où Alex Hugo était un flic urbain à Marseille qui quitte Marseille volontairement pour s'isoler dans les montagnes des Hautes-Alpes, au-dessus de Briançon. C'était une idée qui était adaptée d'un roman américain d'un auteur qui s'appelle Richard Hugo, qui a écrit un roman et demi, parce que malheureusement il est mort après, dans le Montana, de l'école du Montana. Donc c'est très ouvert sur la nature et l'environnement. Et donc c'est une collection qu'on tourne dans cet univers sauvage, où on travaille les grands espaces. On travaille alors avec la modestie requise, parce qu'on est en France, mais le western dans les grands espaces, dans ces grands espaces. Et une des raisons du succès de la collection, c'est probablement évidemment ce personnage, mais aussi ce qu'on montre, enfin la beauté de ce qu'on montre. Oui. Et ce personnage lui-même a une trajectoire qu'on pourrait, si je la résumais très vite, je pourrais dire que c'est une trajectoire décroissante. Voilà, c'est pour la résumer vraiment très très vite. L'année dernière, une chercheuse est venue nous trouver, enfin est venue d'abord trouver la productrice et après on en a parlé ensemble, en disant vous avez une collection qui déjà est très inscrite dans la nature, qui est inscrite avec un personnage qui parcourt cet univers sauvage, et on avait fait aussi un épisode qui s'appelle En terre sauvage, où l'histoire se déroule dans une réserve. Dans une réserve où l'homme vient peu, où l'homme est très peu invité, sinon une petite équipe de scientifiques qui travaillent sur le vivant. D'accord. Cette chercheuse nous a proposé de venir faire une enquête à nos côtés sur les scénarios déjà existants et aussi sur ceux sur lesquels on est en train de travailler pour le futur. Okay. Avec cette idée que plus on est précis et mieux on nomme, plus l'éducation se fait. On a vraiment une responsabilité avec cette collection parce qu'elle touche 6 millions de spectateurs. 6 millions de spectateurs, c'est énorme. Aujourd'hui, c'est vraiment une très grande quantité de spectateurs par soir quand elle est diffusée. Et du coup, l'idée, c'est plus on ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Et que du coup, si elle nous apporte des éléments complémentaires à ceux sur lesquels on travaillait déjà. Parce que ce n'est pas extérieur au travail que nous faisions déjà d'imaginaire et de scénarisation et de réalisation. Si elle nous apporte des éléments de précision supplémentaires, nous contribuerons à faire ce que Baptiste Morisot souhaite, c'est-à-dire à politiser notre rapport au vivant. Et à être efficace dans les... Et à être efficace, ça permet de changer la perception bien sûr. et de tous évoluer et grandir. Ce sujet d'efficacité, Amélie, je reviens vers vous, mais comment est-ce que vous allez influencer des influenceurs pour venir sur les vrais mots, les idées que vous voulez avancer, qui ne sont pas catastrophistes, qui peuvent être vraiment porteuses de solutions. Comment est-ce qu'on arrive à écrire des scénars qui intéressent le grand public, alors qu'ils vont peut-être à l'encontre de ce que l'on voit sur les réseaux sociaux ? Alors, il y a quand même un nouveau phénomène aujourd'hui dans le marketing d'influence. Il y a quand même une certaine forme de prise de conscience et de responsabilisation sur les enjeux écologiques. Alors, bien sûr, elle se fait à la marge dans certains milieux de l'influence, etc. Mais il y a quand même une certaine forme de prise de conscience sur la responsabilité qu'ont les influenceurs dans les messages qu'ils font passer et dans comment ces messages sont acceptés par l'audience. On a vu notamment des phénomènes aujourd'hui finalement, on est une audience qui est de plus en plus sensibilisée justement sur les questions écologiques et qui va attendre de plus en plus des influenceurs, de ces leaders d'opinion, qu'ils prennent position sur les questions écologiques et qu'ils finalement promeuvent de nouveaux imaginaires, notamment des imaginaires de transition et des alternatives qui vont être bas carbone. On a vu un exemple qui a fait beaucoup polémique l'année dernière, c'est Mbappé, qui se qui rigolait à propos du réchauffement climatique. Finalement, il y a 3 ans ou 4 ans, ça aurait peut-être pas fait autant polémique. Oui. Et donc là, ça le buzz a été immédiat.
Exactement, le buzz a été immédiat et c'est exemple pareil ce qui se passe pour les influenceurs marketing, c'est-à-dire qu'on a une audience de plus en plus qui va aller mettre des commentaires sous des posts d'influenceurs en disant voilà, tu devrais peut-être faire attention à ton empreinte carbone, ça fait la 15e fois que tu prends l'avion de l'année, ou alors là tu promeux la fast fashion, voilà, on connaît les impacts, etc. Donc il y a une audience qui va potentiellement être actrice aussi du changement des influenceurs. Et ensuite, il y a quand même, de manière générale, de plus en plus une certaine forme de sensibilisation de manière générale des influenceurs. Alors, il faut aussi la provoquer, donc avec finalement de la formation aussi de ces influenceurs aux enjeux écologiques, à l'impact des messages qu'ils font passer. Mais de manière générale, il y a une certaine forme de fin d'impunité. Quand on a commencé Paye ton influence il y a 1 an et demi, où on essayait de rentrer en contact avec des influenceurs, voilà, de leur faire comprendre leurs responsabilités, etc., de faire de la pédagogie sur les impacts des messages qu'ils faisaient passer, on était beaucoup ignorés, etc. Aujourd'hui, ils justifient. Oui, j'ai pris l'avion, mais parce que, voilà, oui, je fais ce partenariat, mais parce que mon business model... Et ça, déjà, c'est, on va dire, une nouvelle étape, finalement. Peut-être que la justification, ensuite, elle va permettre de faire des prises de conscience jusqu'à aller changer son modèle. Pardon, oui, allez-y, je vous laisse terminer. Et puis, de manière générale, il y a quand même une société qui attend aujourd'hui, de manière générale, donc pas que les audiences des influenceurs, il y a la société qui attend de ces leaders d'opinion-là, finalement, un engagement concret. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent porter de manière pertinente ces récits de transition. Vous avez dit un mot très interpellant tout à l'heure. Est-ce que nous tous, on ne va pas avoir la responsabilité désormais d'accélérer sur réveiller l'esprit critique ? Vous avez parlé d'esprit critique, finalement. Tout ce dont on parle là, est-ce qu'il ne va pas falloir que, communément, on commence à muscler notre cerveau différemment pour avoir cet esprit critique sur nos propres habitudes, sur nos attitudes, sur notre consommation et sur notre manière de faire ? On va avoir besoin que vous nous offriez les mots. On va avoir besoin que l'on nous offre en fait peut-être des verres différents pour regarder les choses. Mais est-ce que cette notion d'esprit critique, c'est pas quelque chose qui doit tous nous réunir dans nos métiers de créa, de médias, d'entrepreneurs et de journalistes, par exemple ? Je reprenais vos mots. Oui, allez-y, Yasmina. Moi, je veux bien rebondir parce que c'est vraiment le travail d'Imagine 2050. Donc, Imagine 2050, c'est un écosystème d'intervenants, de conférenciers, de facilitateurs qui connaissent ces métiers, donc médias, création, journalisme même, et qui vont, fort de ce qu'ils ont appris des limites planétaires et de nos problèmes de justice sociale aussi, qui vont venir conseiller, former dans un esprit de pair à pair, puisqu'on connaît bien ces métiers-là, dans un esprit d'intelligence collective aussi, parce qu'on pense vraiment que des formats en présentiel où on réfléchit tous ensemble et où on crée de la valeur aussi tous ensemble, c'est important. Et la notion d'esprit critique, c'est vraiment quelque chose qui a été développé aussi par l'équipe qui forme dans les rédactions, puisqu'on forme les rédactions de TF1, de l'AFP aussi et du Parisien maintenant. C'est aussi... Vous formez, vous influencez, vous faites quoi précisément ? Alors il y a un format de fresque du climat assez musclé et adapté à l'information. Et l'après-midi, une relecture justement des reportages qui ont été faits, des articles qu'ils ont écrits et qui ont été écrits à la lumière de tout ce qu'ils ont appris le matin. Et finalement, comment on réécrirait ce sujet aujourd'hui s'il se présentait ? Et typiquement, parler de canicule et mettre des enfants sous des fontaines, et non, en fait, il faut arrêter de le faire. On va commencer à le faire aussi en agence avec des publicitaires, ça s'est fait aussi, de regarder des campagnes et à la lumière de tout ce qu'on sait des effondrements à venir, est-ce qu'on réécrirait le même script, quel message on pourrait y faire passer ? Il y a un gros enjeu en fait à nous former, nous professionnels, pour nous recabler notre façon de traiter l'information, de raconter nos histoires, d'écrire nos chansons. Enfin, c'est assez vaste. Sébastien, cette gymnastique peut nous permettre de muscler différemment notre cerveau. C'est peut-être concentré sur les biceps, on va passer sur le reste peut-être. C'est quoi ? L'esprit critique, c'est dur, parce que souvent quand on parle de gens, est-ce que vous avez de l'esprit critique ? Ils disent oui, j'ai l'esprit critique, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et en fait, le vrai esprit critique, c'est d'arriver à critiquer ses propres processus personnels. Et ça demande vraiment un effort.
Et ça demande de mobiliser ces parties de notre cerveau qui ont été un petit peu mises à l'abandon par la facilité avec laquelle on vit, par la facilité avec laquelle aussi on est amené à projeter ses propres opinions en disant « moi je pense ça, donc j'ai raison ». Par toute la fragmentation aussi du paysage des opinions, avec ces chambres d'écho, ces petits groupes complotistes, aussi, ces personnes qui de plus en plus disent c'est ma vérité, donc j'ai le droit de la dire. Et puis en plus, sur nos réseaux sociaux, on est nourri de gens qui pensent comme nous, donc en fait, qui nous mettent des pouces en l'air, et donc qui nous donnent raison. Ça ne pousse pas à l'esprit critique. Et donc l'esprit critique, c'est le débat contradictoire, et ça, on en manque pas mal, je trouve. Et c'est confronter aussi ces opinions aux données, et notamment à la science. Et là, il y a un véritable chantier. Et ça, l'esprit critique, je pense qu'il part de soi-même. C'est-à-dire que quand je m'engage dans la transition, je dois d'abord vous dire, mais moi, comment je vis, quoi ? Moi, je sors de là, je repars comment ? Qu'est-ce que je mange ce soir ? Comment je me chauffe ? Et très vite, on se rend compte qu'on ferait bien parfois de la fermer. Oui. Et donc, je pense que si on commençait tous par là, ce serait une première chose. Et après, il y a la critique. On en a parlé à un moment, c'est vous qui en parliez, de tout notre modèle civilisationnel. Ça a commencé au néolithique, en fait, cette histoire d'exploitation de la nature, et on est arrivé au bout, et on ne saura pas faire autrement. Je suis désolé. Oui. Je pense qu'on ne saura pas faire autrement. Ou alors, il faut qu'on me l'explique. C'est-à-dire comment on va passer d'une situation qui nous est favorable, qui est confortable, où on a des machines qui font le travail pour lequel il fallait 200 ouvriers agraires au Moyen-Âge, à une situation où il faut moi-même que je m'y recolle. Non, je ne dis pas que c'est impossible. Je pense que... Yasmina nous dit qu'il faut rendre les choses un peu sexy pour les rendre... Il faut les rendre sexy. C'est ça. Mais il faut aussi accepter qu'on va aussi vers une forme de capacité d'autolimitation. Et que ça, c'est l'honneur de l'homme, je pense. C'est la capacité de se dire, maintenant, je dis, ça ne va pas être facile, mais il faut le faire. C'est passer du plaisir à la nécessité aussi. Oui. On a complètement oublié qu'il y a nos grands-parents sont passés par des moments où il fallait faire les choses. Il fallait se sacrifier, il fallait faire les choses les uns pour les autres pour survivre. Alors, pardon parce que c'est frustrant, je vous garderai 4 heures les uns et les autres, mais Agathe ne veut pas. Alors sinon, on aurait bien gardé jusqu'à 3 heures du matin, mais Caroline ne voulait pas non plus. Mais sinon, voilà. C'était pour que vous m'en colliez une après. Je continue les questions qui arrivent de la salle. Tout à l'heure, merci à Valérie Pierson qui nous a offert la première question. J'en ai une autre qui arrive. Il y a Olivier qui vous demande, en fait, pour savoir justement si c'est faisable et comment est-ce qu'on peut le faire. Est-ce que Raoni a un striatum comme vous et moi ? Puisqu'on parlait de Raoni tout à l'heure en début, est-ce qu'il est atrophié ou au contraire aussi développé que le nôtre, mais nourri par d'autres abondances comme le lien avec la nature, l'humain ? Alors Raoni, il faut qu'on me réexplique qui c'est. Raoni, c'est un chanteur des années 80. Pas du tout. C'est le cacique en fait qui représente les tribus indigènes en Amazonie. D'accord. Mais derrière Raoni, on parle peut-être finalement d'autres indigènes, d'autres... C'est la cause des peuples racines. Voilà. Oui. Et en fait, tous ces gens finalement qui ne sont pas dans notre société de consommation et qui ont vécu de l'abondance de forêt, mais pas de il n'a pas un striatum différent. Il a un cortex différent, un système de représentation sociale différent, un système de représentation cosmologique différent et un système de valeurs différent. D'accord. Et ça, c'est pas le striatum. C'est le cortex préfrontal qui fait du collectif, et c'est une partie du cerveau dont on n'a pas parlé, qui est en quête non pas de jouissance et de puissance, mais de sens. Ouais. C'est-à-dire que le cerveau humain aussi ne peut pas vivre longtemps. Bon, ça fait un peu 50 ans qu'on vit comme ça, mais en gros, les dégâts sont faramineux. S'il ne trouve pas un sens à son existence et à son action. Et on a véritablement développé aussi au fil des millénaires un petit organe dans notre cerveau qui est un capteur de ce qui fait sens ou au contraire de ce qui est absurde. D'accord. Et quand on vit avec des moyens modestes où la survie de l'individu dépend du groupe et dépend de la bonne entente entre les humains et le reste de l'écosystème, il y a des états mentaux, neuronaux qui se développent comme l'émerveillement, des choses comme ça qui font appel à cette partie du cerveau qui est en quête de sens, alors qu'elle souffre énormément dans une société où on est très machinisé, on repose sur des routines, on fait tous les jours des choses dont on sait que ça nous amène vers une catastrophe, ce qui crée de la dissonance cognitive. Ça va toujours cibler cette partie du cerveau qui veut de la cohérence, qui veut du sens. Et qui veut donc, dans le sens aussi du récit. Quand on parle de récit, on fait appel aussi à ce besoin de cohérence, de sens et de fil continu entre le passé, le présent et l'avenir. Et donc je pense que si vous me posez la question, Raoni,
je pense que ça fait partie des gens qui ont beaucoup plus mobilisé ces parties de leur cerveau. Merci de l'éclairage, Olivier, qui nous pose une autre question, mais qui va un peu plus loin dans ce que vous venez de dire. Est-ce que les récits positifs sont aussi intéressants pour les gens et bankable pour les médias que les récits qui nous font peur? Qu'est-ce que vous répondez, Carole? Moi, je dirais oui. Je pense que dans ce qui nous anime, c'est-à-dire essayer de voir quelle pierre, quel petit caillou on peut tous apporter, à la transformation de notre pensée, vraiment à une révolution, enfin à une véritable révolution culturelle dans notre rapport avec le vivant. 1001 manières de faire de la fiction sont possibles, et que je pense que dans mon métier, il s'agit de pouvoir accueillir toutes les manières qu'on me propose et qui ont du sens. La question du sens est très importante et qui font récit. Je peux citer par exemple d'ici dans le prochain trimestre, on va proposer aux spectateurs, on va vous proposer une fiction qui se déroule en 1609. Donc vous allez me dire pourquoi vous me parlez de 1609. Parce que Michel Drucker. En 1609, il y a eu une chasse aux sorcières au Pays Basque. Qui a ravagé une communauté, qui a ravagé l'existence de nombreuses femmes. Et on va raconter la tentative de survie d'un certain nombre d'entre elles. Mais ces femmes, c'est considéré comme sorcières, elles étaient guérisseuses. Elles avaient des savoirs. Elles avaient des savoirs et elles avaient aussi un rapport à la nature qu'on pourrait rapprocher par certains traits, certains seulement, de celui qu'on décrit quand on parle de certaines communautés indigènes, ou que Descola décrit quand il parle de certaines communautés indigènes. En tout cas, un rapport plus animiste à la nature. Bien sûr. Voilà, donc on a travaillé là-dessus. Évidemment, on a fait une fiction, donc on a romancé, on a fait du fantastique aussi, on a introduit une part fantastique. Mais ce secret-là, peut-être, a été perdu. Et la révolution humaniste qui est arrivée avec la Renaissance, etc., a fait qu'un certain pouvoir a été donné aux médecins, qui étaient simplement des hommes, et en refusant ce savoir que pouvaient posséder un certain nombre de femmes et que se transmettait de génération en génération un certain nombre de femmes. Donc on raconte ça dans cette fiction. Et quand je dis ça, je tiens beaucoup, en tout cas à la fois en tant qu'individu et aussi en tant que professionnel de récit. Pour moi, il ne s'agit pas d'annuler le progrès. Hein. Oui. Il ne s'agit pas de dire, la médecine d'aujourd'hui n'a pas de sens, le progrès n'a pas de sens, etc. Il ne s'agit pas de ça. Et je ne pense pas que c'est ce dont vous parlez aussi quand vous parlez du travail entre le striatum, enfin des contradictions entre le striatum et le cortex. Alors, c'est pas forcément ce que nos imaginaires ont à proposer. Je suis obligé de vous frustrer. Juste pour compléter, un mot bien sûr rapide. Cette dame, Valérie Martin, à l'ADEME, a fait une étude coordonnée avec Place to Be qui s'appelle Des récits et des actes. Donc ça, c'est pour compléter la réponse, et où effectivement on a documenté qu'on était en attente d'émotions positives aussi, même quand on adresse ces sujets-là, donc sans toucher à la dramaturgie et ce qui fait une histoire qui fait vibrer. On a aussi besoin d'optimisme et de joie et de bonnes nouvelles. On va terminer là-dessus. Valérie a bien fait de venir, elle a été citée 14 fois dans la soirée. C'est bien parti pour une carrière, vraiment. Je voudrais qu'on termine juste avec un mot, si vous voulez bien. Qu'est-ce que je fais de tout cela en rentrant chez moi ce soir, dans ma famille, demain au bureau avec mes collègues, moi sur scène, qui suis sur des événements tous les jours où j'essaie de voir comment je peux positionner les choses, les publicitaires, les journalistes, etc. Qu'est-ce que je fais pour essayer d'abord, moi, de changer de comportement, mais d'emmener les gens avec moi? En un mot, ce serait quoi le conseil vertueux pour continuer en tout cas à tenter de changer les choses? En un mot, ce serait quoi pour vous, Carole? En un mot, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais moi ce soir? Je ne sais pas, je parle avec ma fille et voilà, je lui fais lire des livres qui vont la porter vers... lui faire prendre conscience et amener son imaginaire à se développer. Le partage et l'ouverture. Certainement, le partage. Et je réfléchis, je pense, tous les soirs, tous les jours. Et j'essaye d'accueillir toutes les propositions qui peuvent en effet modifier notre manière de voir et amener de nouvelles fictions. Et Sébastien. qui ne seraient pas que des fictions noires aussi. Bien sûr, évidemment. On nous propose beaucoup sur ce terrain. Oui, certainement, mais voilà. Merci pour ça. Sébastien, qu'est-ce que je fais ce soir, demain, en un mot? Je continue à en parler. Je continue à en parler sans arrêt. Ça doit devenir
notre préoccupation de tous les instants. Ça doit devenir le sujet de débat public. Audrey parlait tout à l'heure. Il y a des horreurs, il y a des crimes, il y a des violences. Mais la chose dont tout dépend, c'est ça. Et si on regarde le temps qui est consacré à ça dans les médias, dans le débat public, on a vu par exemple pendant l'élection présidentielle, c'était rien. Non, mais ça, j'ai dit en un mot. Super Sébastien, important. je vous frustre. Non, mais c'est jamais. Donc je continue d'en parler. Je continue d'en parler. Et vraiment, il faut donner de la place. Il faut donner beaucoup de place. Et c'était le cas, et merci à Publicis de nous donner cette place ce soir. Valérie, je fais quoi ? Alors, on a beaucoup parlé du cerveau, mais on n'a pas du tout parlé du cœur. Oui. Donc, je vais continuer à muscler mon intelligence du cœur et je vais continuer à écouter. Voilà. Merci beaucoup, Amélie. Moi, je dirais oser incarner le changement, oser être des acteurs de la transition et de sortir justement de son confort. Merci, Yasmina. Et moi, je continuerai à cultiver et j'inviterai tout le monde à cultiver son savoir-être. Voilà, parce qu'on a été beaucoup dans le savoir-faire. Et là, on est dans une ère du savoir-être et on est de plus en plus nombreux à être dedans. Et pour te rejoindre, quand on est dans cette voie-là, on n'a que de l'amour au bout. Donc, ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup. C'est ce que vous nous avez donné maintenant. Caroline, on va faire la petite conclusion tous ensemble. On peut faire les 2 dernières questions, me dit-on ? Bien sûr. Le public ici, a-t-il 1 ou 2 questions, un témoignage, une voiture à vendre, un appart à louer, si vous souhaitez ? Bonsoir. Alors, je vous invite à vous lever, à vous présenter, puisqu'on a la presse internationale qui nous filme. Très, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis Alexandre Tropi, je travaille à Dassault Systèmes et je viens de finir mon brevet d'exploitant agricole le mois dernier. Mais vous tournez mal, monsieur, c'est bien. Voilà. Merci. Donc, monsieur quitte l'aviation. Donc, je reviens, pas au néolithique, mais je reviens en 1900, quand Ford a doublé le salaire de ses ouvriers pour qu'ils achètent ses voitures. Oui. Après, le marketing s'est développé énormément. D'accord. En fait, le marketing nous a aidé à aider les producteurs à vendre leur surplus. Donc, doublons les salaires. Non, je veux dire, ma question à la fin, c'est mais comment notre métier va-t-il survivre si on retourne dans le sens inverse ? Bien sûr. Qui va payer si on n'a pas des gens qui accroissent leurs ventes, etc. Enfin, c'est un peu ça, notre métier, qu'est-ce qu'il devient ? Super sujet. Vous me foutez le bazar parce que la question, en fait, appelle une réponse de 8 heures. Mais merci en tout cas pour la patate chaude. Qu'est-ce qu'on répond à monsieur ? Moi, je répondrais que c'est déjà arrivé au moment où on sort la photographie. Les peintres se disent on n'aura plus de boulot, qu'est-ce qui va se passer ? Au moment où les ordinateurs arrivent dans les entreprises, on se dit mais mince, si je sais pas. Donc en fait, il faut croire en nos capacités d'adaptation. Oui, il y a plein de métiers. Et de réinvention. Il y a plein de métiers qui vont disparaître, mais il y en a tellement qui vont se créer. Merci beaucoup en tout cas pour la suggestion et la question et le témoignage. Et joyeuse nouvelle vie à la campagne. Autre dernière question, remarque, petite annonce. Vous allez me faire croire qu'on a tout dit alors que pas du tout. Mais je voulais vous remercier. Quelque chose à monsieur. Ah oui. Franchement, s'il y a un métier dont on ne pourrait pas se passer, c'est le vôtre. Et vraiment, celui que vous allez exercer, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Et il y a autre chose. L'autre jour, je suis allée à l'intérieur de France Télévisions. Il y a eu une sorte de conférence sur le type de sujet qui nous occupe ce soir. Et quelqu'un a dit la question pour nous tous, c'est comment devenir de meilleurs ancêtres. Pour ceux qui viendront après nous. Bien sûr. Ceux qui viendront au présent, comme vous l'avez dit, mais ceux qui viendront après nous. Et c'est aussi ce que Audrey Dana a dit tout à l'heure quand elle a parlé des indigènes qui réfléchissent à cette génération. Cette génération. Voilà. Exactement. Donc si déjà on était capable, nous, sales occidentaux, anciens conquistadors, etc., à réfléchir à 3 générations d'avance, ce serait peut-être déjà pas mal. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup, monsieur. On va applaudir tous nos invités qui ont accepté de partager cela. Merci infiniment, mesdames. Merci, monsieur. Caroline, Agathe, le mot de la fin. On repart avec une frustration certaine, mais surtout une richesse incroyable. Merci, Caroline, de nous offrir ça. Merci. Un immense merci à vous 5. Merci à Audrey qui a dû partir. Très riche. Donc d'habitude, j'essaye de résumer en une phrase. Là, ça va être impossible. Peut-être dire qu'on va essayer de réveiller notre cortex préfrontal, même si on sait que ça ne va pas être facile.
et que nous, on a tous un rôle, pour le coup, communicants, médias, acteurs de la culture au sens large, à justement créer ces récits, donner envie de réveiller ce fameux cortex préfrontal et de le donner en effet avec quelque chose de positif et pas alarmiste. Bien sûr. Donc voilà, c'est un petit résumé assez juste. Ouais, je pense pas trop à côté de la plaque. Donc vous remerciez tous d'être venus. Moi, je voulais dire 2 choses aussi en complément, c'est qu'on est très content d'annoncer que Publicis est partenaire d'Imagine 2050 dans le MOOC qu'ils sont en train de développer pour justement tout ce qui est nouveaux récits, imaginaire collectif, et donc pour continuer à faire l'apprentissage de tous ces sujets qui est juste au cœur de nos métiers. Donc on a hâte de voir ça. Et la deuxième chose, avant de tous vous jeter sur le buffet, je vous invite à regarder l'exposition qui est derrière vous. Surprenante. Voilà, qui est très surprenante. Je n'en dirai pas plus. Il faut tu as dit surtout regardez, et regardez bien. C'est exactement ça. De près, et regardez de près, ouais. Exactement. D'un photographe qui nous a fait l'honneur de mettre en avant cette série qui s'appelle Polymère, en effet. Jean-Noël Leblanc-Bontemps. Voilà, et puis vous nous direz un peu votre perception de près. Et je voudrais dire juste un mot, tu es l'incarnation en fait qu'on peut faire bouger les choses, puisque ton job à toi, au cœur de Publicis, c'est cette responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise, et quand l'entreprise nomme une personne pour s'occuper de ça, c'est déjà un petit pas vers l'avant, puisque c'est ton quotidien. Donc merci Caro, à toi, merci. À tes équipes qui t'entourent pour mener ça. C'est un énorme quotidien quotidien avec 4500 collaborateurs qui sont embarqués sur le sujet, Bien et sûr. Encore plus avec cette journée qu'on vient tous de vivre, et encore merci notamment à Agathe pour son soutien au quotidien sur ces sujets. Et qui veut justement ces débats. Merci à tous. Merci aux équipes à la technique qui sont toujours là. Merci les copines au fond. Très bien. D'habitude, je dis ne soyez pas sages, ça sert à rien. Ce soir, j'ose pas le dire. Voilà. Tous au buffet. C'est que les restes de la semaine, hein, vraiment, qu'on va manger. Régalez-vous.